je me suis rendu compte que dans notre domaine, c'est pratiquement impossible de bâtir un modèle un peu comme les banques qui ont des succursales, des conseillers partout, à cause qu'eux font de l'argent avec d'autres sources de revenus. Ils font de l'argent avec des prêts, des comptes de banque, ils font des effets multiplicateurs incroyables. Les transactions, la vélocité. Eux sont en mesure de pouvoir payer des réseaux de superviseurs importants. Ils ont un avantage concurrentiel sur nous. Si on revient que sur le groupe financier Signature, c'est quoi ton processus d'acquisition de nouveaux conseillers? Puisqu'elle en parle quand même d'un pool de quasiment 300 conseillers. C'est assez impressionnant. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Bienvenue sur Débrouillard, le podcast qui décortique l'entrepreneuriat, les finances et l'investissement avec les leaders d'impact de la francophonie. Aujourd'hui, on parle assurance, MGA, stratégie d'acquisition et construction de richesse avec un invité exceptionnel. Vaut-il mieux créer ou racheter un MGA? On va définir tous ces acronymes barbares là. Quelles sont les clés concrètes pour bâtir une structure qui rassemble plus de 300 conseillers financiers? Comment naviguer intelligemment dans l'industrie ultra compétitive de l'assurance vie au Canada, des produits financiers en général? Mon invité d'aujourd'hui est Louis-Xavier Savard, président fondateur du groupe financier Signature, l'un des agents généraux les plus dynamiques et en vogue du moment au Québec. Parti de zéro en 2012, il dirige aujourd'hui une structure qui regroupe plus de 300 conseillers, réalise des acquisitions stratégiques régulières et détient des partenariats exclusifs majeurs, notamment avec Sentinel Financial Group. Parmi les questions brûlantes auxquelles il répondra aujourd'hui, faut-il créer ou racheter un MGA pour accélérer sa croissance? Quel piège éviter lorsqu'on acquiert une compagnie d'assurance vie ou un MGA existant? Comment positionner sa structure efficacement face aux géants comme Manuvie ou Sun Life? Et surtout, quelles sont les meilleures stratégies pour attirer et fidéliser les meilleurs conseillers financiers du game? Il nous livrera aussi son retour d'expérience sans filtre sur ses succès, mais également ses erreurs et apprentissages majeurs. Installez-vous confortablement, prenez des notes, bienvenue sur Débrouillard. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, mon cher Louis. Tu vas bien? Oui, très, très bien. Merci de m'avoir invité également. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, en fait, moi, c'est Louis-Xavier Savard, fondateur de groupe financier Signature. J'ai toujours été un entrepreneur né. J'ai commencé mes premières entreprises à partir de peut-être 12 ans. Donc, j'ai toujours été vraiment quelqu'un qui est excessivement motivé, passionné, qui a toujours cru que faire l'impossible est possible. Malgré que dans ma vie, je pense qu'il y a beaucoup de gens initialement qui ont peut-être pas cru en moi ou qui ont eu des jugements, mais ce qui a fait en sorte que j'ai toujours réussi à avancer malgré plein de sortes de défis que j'ai pu vivre. J'en ai toujours continuellement. Des fois, on pense que plus qu'on avance, la vie va être plus facile, moins de défis. Mais au contraire, plus qu'on avance, plus qu'on a de plus en plus des gros défis qui sont des fois très difficiles à naviguer. Mais de mon côté, le point que je me suis rendu compte, c'est que même si ça va extrêmement mal, qu'on pense que tout va tomber, je continue toujours à avancer, doubler, tripler les efforts, puis ça finit toujours par bien aller jusqu'à maintenant. Au fil du temps, je le vois vraiment d'une façon que ça m'a permis juste toutes ces étapes-là de vie me permettent d'être prêt aujourd'hui, puis de pouvoir faire face à n'importe quel événement. Je suis dans le domaine de la finance depuis que j'ai 18 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui. Puis, j'ai toujours vraiment donné mon maximum dans l'industrie. Puis, aujourd'hui, après toutes ces années, je suis vraiment dans la position que j'ai toujours rêvé. Yes.
Je veux qu'on revienne un petit peu avant tes 18 ans, euh, pour bien comprendre comment est-ce que tu rentres dans cet écosystème de la finance là. C'est quoi ton background? Tu as fait quoi comme études et comment est-ce que tu as été influencé ou alors orienté vers l'industrie de la finance? Comme beaucoup de personnes, en tout cas peut-être plus à l'époque que j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se disaient qu'ils voulaient devenir conseillers en sécurité financière. Donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas, que je connais qui sont peut-être, aujourd'hui, je commence à voir peut-être dans la nouvelle génération des gens qui font des parcours académiques, qui vont des études en finance, planificateurs, fiscalistes. On voit de plus en plus vraiment une nouvelle génération qui choisit en quelque sorte cette route-là. Mais Mhm. moi, de mon côté, si on remonte un petit peu à mon parcours scolaire, je me suis toujours vraiment beaucoup ennuyé à l'école. Je réussissais toujours à avoir soit des notes de passage ou des bonnes notes, mais en n'ayant aucune attention sur rien. Donc, je faisais juste, mon cerveau pensait à mille et une idées, des projets, des inventions. Fait que j'étais vraiment pas là mentalement. Puis souvent, mes professeurs, ils pensaient même que je copiais. Puis après ça, regarder les gens autour de moi, puis finalement, il y avait des moins bonnes notes. Donc, tu sais, après, ce côté-là était éliminé. Mais j'ai vraiment pas réussi de mon côté à avoir une attirance dans le système scolaire. D'après moi, j'ai peut-être pas eu assez de challenge. Il aurait sûrement fallu que je sois dans peut-être un endroit que je sois un petit peu plus stimulé. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai fini par terminer mon secondaire 5. Après, pour un peu avoir un changement de vie, j'habitais à Valleyfield. Puis j'avais besoin un peu de nouveau dans ma vie pour, en quelque sorte, faire une tranche entre ma vie d'adolescent à adulte. Donc, je suis allé faire un cours d'électricien à Québec. Puis, Rien à voir du tout, hein. non, non, du tout. Fait que j'étais allé à Québec et puis j'ai fait mon cours d'électricien. Ça m'a permis un petit peu de faire le pont entre la vie d'adolescent et adulte. Quand j'ai terminé mon cours, je suis revenu à Valleyfield et puis j'ai commencé à travailler pour des entreprises. Puis c'est à ce point-là que j'ai compris réellement que je n'étais pas fait pour avoir une personne qui me donnait des ordres, qui avait pas de respect envers moi. Tu sais, vraiment être un peu de la racaille, de manquer de respect. Pour moi, c'était quelque chose qui était toujours important, puis j'ai pas aimé de la façon que j'étais traité. Puis je me voyais pas non plus être dans ce monde-là pour toujours. Puis un de mes amis, qui est d'ailleurs mon associé aujourd'hui, Carl Desgroseilliers, c'est un de mes amis d'adolescence. Et puis son grand frère, Éric Desgroseilliers, qui est un associé à moi aujourd'hui aussi, dans le fond, était directeur des ventes chez Industriel Alliance. Et puis, dans le fond, Éric a recruté moi et Carl. C'est là qu'on a commencé à travailler pour l'Industriel Alliance. Puis, c'est là que tout a débuté. Donc, c'est vraiment c'est pas moi qui est allé vers le domaine. Le domaine est Mm. venu vers moi. Puis, malgré tout, malgré mon jeune âge à cette époque-là, pas d'assurance, pas d'expérience vraiment dans la vente, mais j'avais quand même réussi dans ma première année à finir être le premier représentant de mon agence. Donc, dans tout ce que j'ai fait, je me rappelle à l'époque, là, je m'enfermais dans des bureaux, là, je faisais des appels toute la journée. Fait que j'ai connu l'hybride entre la génération d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent quand je vais aller dans les finances, les clients viennent vers nous facilement, ou les leads d'Internet, etc. Mais moi, j'ai été dans la génération que Internet commençait. Il y avait un peu Mhm. d'Internet, mais la plupart du consommateur ne naviguait pas tant que ça sur Internet. Puis, mon choix, c'était de prendre le téléphone, mais ça n'a pas été long que après quelques mois, j'ai fini déjà par engager des téléphonistes. Tu sais, je commençais déjà à créer ma micro business dans une business qui était déjà établie. Puis après ça n'a pas été long que Au service de qui? C'est ça la question. Tu as un micro, mais les leads, c'est pour qui? C'est juste pour toi aussi, non, je finis ça aussi distribuer. j'ai déjà, dans mes premières années, je commençais déjà à fournir des leads à d'autres conseillers en partage de commission. Mhm. Mais ça a fini que pour moi, vu que j'avais un côté qui était extrêmement entrepreneur, j'ai décidé, je pense, après 19 mois, de quitter IA Groupe Financier, juste par le fait Mhm. que, et pour certaines personnes, des fois, c'est un type d'encadrement qui est bien. C'est une bonne compagnie, IA Groupe Financier, rien à dire contre eux. Mais pour moi, j'avais un profil trop entrepreneur. Puis je voulais vraiment pouvoir faire les choses à ma manière, sans avoir aucune restriction.
Puis, même à l'époque, v'là aussi longtemps que ça, je commençais déjà à voir que le courtage était une option qui était ultra logique. Les exemples que j'ai vécus, un moment donné, je reçois un préavis de remplacement. J'avais vendu une assurance vie payable 20 ans pour un enfant. Je me fais remplacer par Empire Vie. Là, je regarde la différence de prix, produit, c'était presque 50% moins cher. Après ça, je me rends compte une autre journée, je reçois un autre préavis par un courtier local. Puis mon client, il était fumeur, il avait l'intention d'arrêter de fumer. Puis finalement, l'autre conseiller lui propose un contrat avec Forrester qui avait un prix non-fumeur pendant 2 ans. Fait que là, je commence à me dire, coudonc, c'est quoi ce monde-là? Fait que je comprenais pas encore c'était quoi l'univers du courtage, mais j'ai dit, c'est assez. Je veux vraiment juste comme choisir qu'est-ce que je veux pour mes clients. Fait que j'ai quitté par moi-même, sans que personne me recrute. J'ai dit, je veux devenir courtier. C'est là que ça a commencé, le groupe financier signature au fil du temps. C'est un truc qui revient à chaque fois. Mon partenaire dont je t'ai parlé, Guy Cardier, c'est quand même une grosse pompe aspirante, hein, IA. Ils sont pleins là qui viennent de IA, parce que lui, il est passé également par IA, qui est probablement une bonne compagnie, je pense en tout cas. Mais comme toute grosse compagnie, il y a un cadre, donc c'est assez compliqué d'apporter de l'innovation, en tout cas de l'innovation par le bas. Et lorsque peut-être lui, il avait évoqué peut-être des pratiques ou des façons novatrices de faire, notamment avec des stratégies comme l'internet banking qu'on traite beaucoup sur notre autre podcast, Mon Patrimoine. Ben, c'était pas quelque chose, on dit, fais, ça fonctionne déjà, fais juste ce qu'on t'a demandé de faire, point barre, tu vois. Donc, et c'est compliqué, tu peux rapidement être frustré. Et revenons quand même à la base pour ceux qui découvrent, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément affiliés à cette terminologie. Tu as parlé de conseiller financier, tu as parlé de planificateur financier. Est-ce qu'on peut rapidement définir ce que c'est quoi le job de ces profils au jour le jour, et puis c'est quel type de produits qui sont commercialisés par ces profils-là, quoi? Ben, c'est sûr que à la base, on commence par le planificateur financier. C'est vraiment un titre qui est protégé, qui a quand même un cadre d'études qui est assez strict, qui doit être fait. Mais ça va être surtout pour faire la planification financière dans tous ces éléments. Donc, ça va vraiment être un travail beaucoup. Une personne pourrait décider de simplement être planificateur financier et faire des planifications financières pour ses clients. C'est souvent un titre qu'on voit avec une personne qui a un permis en épargne collective, qui permet de vendre des fonds communs de placement. Donc, c'est souvent dans le fond, ça ne veut pas dire qu'une personne est planificateur financier, qu'elle va être conseillée en sécurité financière. Donc, c'est en gros conseiller en sécurité financière pour les gens qui ne sont pas au courant, mais c'est vraiment la certification qui permet de pouvoir offrir des produits d'assurance comme l'assurance vie, invalidité, maladie grave, également pouvoir faire les fonds distincts, donc des véhicules d'investissement qui sont proposés par les compagnies d'assurance avec certaines garanties au décès, échéances, selon les produits choisis. Donc, puis conseiller financier, c'est plus un terme des fois qu'on voit au niveau bancaire, parce que nous, en tant que conseiller en sécurité financière, c'est un titre qu'on n'est pas autorisé à mentionner. Donc, ça résume un peu l'univers des titres les plus reconnus. Après, il y a des gens comme moi qui ont le permis aussi en marché dispensé, qui permet d'offrir des produits d'investissement privés. Donc, on peut avoir comme un des émetteurs qu'on propose à l'heure actuelle, permet d'avoir des participations dans des compagnies comme SpaceX. Du private equity, quoi. Ouais, private equity, OpenAI. Sinon, on a des actions accréditives, un des véhicules qui est le plus intéressant au niveau de la fiscalité canadienne, qui permet d'investir dans des compagnies qui font de l'exploration minier. On a des crédits d'impôt incroyables. Fait que moi, je me suis toujours, toute ma carrière, je me disais toujours, qu'est-ce que je peux faire pour être différent du conseiller en sécurité financière moyen, régulier? Qu'est-ce que je peux faire pour être la référence puis faire partie du 0,1%? Yes. Donc, quand tu te fais embarquer justement par ton meilleur ami et son grand frère là, chez IA, t'as pas forcément une formation. Est-ce que tu te formes en étant dans le tas, quoi? Comment est-ce que tu arrives aux différentes certifications et autorisations que tu obtiens pour la commercialisation des divers produits que tu as cités tantôt? Tout a commencé parce qu'à l'époque, on devait faire une équivalence, on devait avoir au moins un cégep pour pouvoir devenir conseiller en sécurité financière. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, j'avais absolument
aucune de ces expériences-là. Et puis, j'ai fini par passer à l'époque un programme de reconnaissance d'acquis. Fait que j'ai réussi presque dans la même journée, j'avais assez de compétences en représentation et vente conseil pour pouvoir avoir l'équivalence. Donc, j'ai réussi à obtenir l'équivalence de ces cours-là, vraiment à cause de mon parcours d'entrepreneur avant puis de représentation. Donc, j'ai réussi à passer les tests puis d'avoir les connaissances nécessaires sans avoir fait le cours qui aurait pris 2 ans. Donc, Ah, quand même, 2 ans. ouais, donc j'ai réussi à partir de ce moment-là d'avoir les prérequis. Puis après ça, j'ai fait mes examens à l'autorité des marchés financiers. À l'époque, on n'avait pas de cours préparatoires, le PQAP. On allait au bureau, on prenait les gros livres. Seul, et ensuite Ouais, je prenais les gros livres, j'étudiais les gros livres, puis j'allais passer mes examens. Puis après ça, tous les autres permis un peu plus spécialisés, fonds communs en 2015, marché dispensé en 2016. Donc, ça a juste été une évolution après au fil des années. Excellent. Maintenant, j'ai besoin de comprendre exactement la transition. Tu quittes de chez IA, mais tout de suite, tu ne vas pas créer ou structurer ton MGA. Qu'est-ce qui se passe au milieu là? Ben, en fait, à cette époque-là, j'ai juste agi en tant que propriétaire d'un cabinet. Donc, j'ai juste incorporé ma pratique. Un AGA, c'est ça? Non, même pas. J'étais un conseiller rattaché à mon cabinet. Puis, je faisais juste... Tu étais un travailleur autonome? Non, j'étais incorporé. Incorporé, mais plugué à une AGA, c'est ça? Un MGA, ouais. Je faisais directement de la business avec un MGA. Donc, à l'époque, j'avais fait quelques rencontres, puis j'avais trouvé un endroit qui semblait correct, mais à la fin de la journée, j'ai fini par avoir à force d'avoir fait multiples, avant moi-même de devenir agent général, j'ai fait le tour de plein d'endroits. Puis c'est là un peu que pendant toute ma vie, tout le monde me disait « Ah, c'est pas possible de devenir agent général. » Je l'ai entendu 1000 fois. Puis on dirait que plus que le temps avançait, de plus en plus, avec les propositions électroniques, etc., le rôle du MGA commençait un peu à diminuer. Puis souvent, j'ai changé 4-5 fois dans ma carrière d'agent général. Je me suis rendu compte que souvent, on me faisait des promesses qui n'étaient jamais réalisées. J'avais pas tant que ça de valeur ajoutée. Sans dire de nom, en parlant de la plupart des... C'est trop vrai, ça. Je regarde seulement, sans tout couper, je regarde seulement avec mon partenaire et la plupart des gens qui nous ont rejoints. Et c'est exactement ce qu'ils disent. On m'a fait des promesses qui n'ont jamais, donc j'ai dû moi-même aller chasser mes propres clients, faire le suivi jusqu'à ce que le truc aille jusqu'au bout. C'est les mêmes choses, en fait, qui reviennent à chaque fois. Oui, exactement. Donc, à ce point-là, ben c'est ma première version d'avoir vraiment des gens dans mon équipe. Ça s'est plus fait en 2016. Donc, avant ça, j'agissais juste comme conseiller en sécurité financière. OK. Donc, pour que les gens ne soient pas perdus, il faut quand même qu'on donne les définitions des acronymes. On a parlé de AGA, on a parlé de MGA. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ben, dans le fond, l'agent général associé, ben, c'est qu'il va quand même passer par un agent général quand même pour avoir les contrats directs. À cause dans l'industrie aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'obtenir des contrats directs auprès des compagnies d'assurance. Comme on le voit, il y a de plus en plus, comme nous, on est dans une structure qu'on fait partie d'un regroupement. Donc, on est plusieurs entités à pouler du volume ensemble pour être capable d'arriver à atteindre les objectifs nécessaires qui sont toujours grandissants. Donc, c'est vrai que d'être vraiment un MGA aujourd'hui, c'est quasiment, ou on pourrait dire presque impossible, à 0,001% de chance. À cause qu'il y a des assureurs que ça prend des fois des millions de primes pour un assureur, mais lorsque ça prend cet équivalent-là dans plein de compagnies d'assurance en même temps, ça va finir que des fois, il y a des petites boutiques qui ont un direct ou deux, puis tout le reste, ils passent quand même par un autre agent général. Mais ces modèles-là deviennent des fois complexes pour le conseiller. Il va être obligé de travailler avec multiples plateformes de back-office. Donc, ça va devenir plus un irritant que d'autres choses. OK. Donc, en fait, le problème, c'est plus au niveau des compagnies d'assurance qui, probablement, dans l'optique de ne pas avoir trop d'interlocuteurs, va préférer avoir quelques interlocuteurs, mais qui sont suffisamment gros pour gérer tout ce qui se passe en bas, quoi. Ouais, gros, structuré, à cause que si demain matin, l'assureur donne des contrats directs à Georges, mais s'il n'a jamais fait ça avant, il n'est pas structuré, il n'y a pas le volume,
eux, ils n'ont pas l'intérêt à cause de toute façon. À la fin de la journée, ils vont quand même arriver à distribuer par les autres agents généraux. Donc, ils n'ont aucun avantage concret à partir d'un nouveau joueur en tant que tel. Fait que oui, c'est un marché qui est, dans cette industrie-là, on va voir de plus en plus des alliances, comme nous, chez Groupe Financier Signature, ben, quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut se bâtir des équipes, qui veut avoir un modèle de croissance, puis avoir du mentorat, de l'aide, etc. Ben, nous, on a bâti un modèle qu'on permet d'accueillir ces gens-là visionnaires pour venir avec nous. Donc, on veut vraiment créer un modèle qui est plus de les leaders, les gens qui veulent scaler leur business, ben, avec nous, dans le cadre de leur bâtir une structure qui vont être en parfaite harmonie, puis en parfaite joie avec le modèle qu'on leur donne, puis les avantages. Yes. Donc, j'essaye de reformuler à mes propres termes. Donc, le MGA, ça va être comme le distributeur direct qui est plugué aux compagnies d'assurance. Mais des fois, tu peux avoir des intermédiaires ou des partenariats, des coopératives entre MGA où il va y avoir certains qui peuvent distribuer un pool de produits et d'autres qui ne peuvent pas faire pareil. Donc, ils se mutualisent pour profiter en fait des produits des uns des autres, quoi. Et maintenant, tu as le AGA qui est en dessous, qui va être le distributeur de distributeurs. Je sais pas si on peut résumer comme ça. Oui, on peut résumer comme ça. C'est juste que des fois, il y a des. Moi, je vous dirais que n'importe qui a envie, tu sais, qui a l'idée de se bâtir une grande équipe et qui veut grandir, nous, on a vraiment bâti un modèle qui est collaboratif. Numéro un, on est 170 actionnaires dans la compagnie. On a l'intention de mettre en place un pool d'options qui va permettre à nos leaders, aux développeurs de pouvoir participer de la croissance de l'entreprise. Donc, on veut vraiment que tous les gens qui sont des leaders, les gens qui veulent, tu sais, qui ont de l'ambition, ben, puissent se sentir à la maison chez nous sans jamais vouloir avoir ou sans même avoir la nécessité d'espérer d'avoir des contrats directs. À cause que si la personne, supposons, elle a assez de volume avec un assureur, mais imagine comment que c'est conseillé, ça va être difficile de gérer. 90% des contrats avec une société, puis après ça, tu vas passer par un autre système de back-office. Oh non, celui-là, il faut que tu l'envoies là, lui, tu l'envoies là. Ça devient en fait, tu deviens un administrateur que un conseiller financier, quoi. Tu passes ta vie à faire de l'admin, quoi, au lieu de faire ton vrai job qui est de conseiller, quoi. Ouais, c'est que tu rends la vie un peu plus complexe à tes conseillers. Fait que je crois un peu moins à ces genres de modèles-là. Je pense que pour un conseiller qui soit bien, à mon opinion, à moi, c'est que ce soit dans une entité qui a tous les contrats directs. Parfait. Ouais. Donc, on revient sur cette transition-là. Donc, tu as un petit peu opéré en tant que conseiller, enfin, un petit peu. Tu as bien opéré, la preuve, tu as eu des résultats. On peut parler un peu des chiffres là avant que tu ne bascules complètement en tant que MGA. Tu as quand même t'as quand même poussé certains chiffres là dans les compagnies avec lesquelles tu as fait affaire. Est-ce que c'est des choses qu'on peut partager ou... Ouais, c'est des données qui sont 100% réelles et partageables. Dans le fond, tu sais, dis-toi que de la pratique intensive, disons que j'en ai fait jusqu'à fin 2022, qui était ma meilleure année à vie. Puis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Fait que j'ai toujours été dans le conseil. Fait que oui, en 2016, j'ai créé ma première version d'AGA, puis que j'avais juste quelques conseillers qui venaient par-ci, par-là, pour avoir un peu, les gens voyaient un peu que je me démarquais du lot, puis ils disaient, ben, j'ai envie de partager avec toi, puis d'avoir accès à tes recommandations. Mais pendant beaucoup d'années, c'était pas, je mettais quelques heures par semaine, donc c'était pas un modèle que j'étais vraiment à 100%, à cause que à cette époque-là, j'étais encore dans une étape de bâtir mon patrimoine, grandir, puis j'étais beaucoup en croissance, puis de bâtir une équipe, il faut vraiment que ce soit par passion, à cause qu'avant que quelqu'un qui est bon dans la vente va faire beaucoup plus d'argent à représenter, surtout de mon côté, je me suis spécialisé dans les actions accréditives, les plans de financement immédiat, prêts sur marge, pré-investissement. D'ailleurs, j'ai déjà été le numéro 1 de la Banque Manuvie dans tous les prêts spécialisés, pré-investissement à travers le Canada. Donc, c'est vraiment tous des concepts que j'ai beaucoup développés au fil des années. Naturellement, ça crée beaucoup de richesses, mais je me suis rendu à un point en 2022, je commençais à avoir du questionnement. Il ne faut pas oublier que ça a quand même beaucoup d'années que je suis dans le domaine. Là. Fait que moi, je me disais, oui, j'ai de l'impact avec certaines personnes, certains clients, certaines personnes que j'accompagne, mais je trouvais que ma mission était limitative. J'avais envie d'avoir encore plus d'impact. Puis, je trouvais que dans l'industrie de la finance en général, les gens qui réussissent beaucoup vont pas donner du mentorat aux autres conseillers. Donc, on se retrouve que
dans les agences générales, mais c'est rendu aujourd'hui beaucoup des assureurs qui les détiennent aujourd'hui ou des grandes familles qui sont. Fait que, ça fait en sorte que les gens qui ont vraiment été les builders, qui ont fait beaucoup, beaucoup de revenus dans leur vie, qui ont réussi à un niveau extrême, vont normalement pas vouloir donner leurs conseils ou du mentorat aux jeunes générations de conseillers. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, je veux plus impacter Mais seulement. pourquoi? Pourquoi? Puisqu'ils ont tout intérêt à donner du conseil, ça voudrait dire que ces conseils permettraient que les conseils, justement, ramènent plus de business à la boîte, quoi. Je veux dire, Non, c'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas le faire? non, c'est pas ça. C'est que les conseillers qui réussissent beaucoup, c'est des conseillers. C'est pas des MGA. Donc, le conseiller qui réussit beaucoup, il sait comment bien fonctionner, il sait comment faire des millions par année de revenus. Mais pourquoi qu'il commencerait à prendre son temps à éduquer d'autres conseillers alors que c'est pas son MGA? C'est vrai. C'est là qu'elle vient ma transition. Moi, je me C'est suis vrai. dit, ben, je vais être la première génération, pas détenue par des banques, compagnies d'assurance, qui va partir un nouveau mouvement d'entraide. Je fais des lives chaque matin. Chaque matin, de 8h30 à 9h30, je suis avec mon équipe en live. Donc, je donne tout mon blueprint de qu'est-ce qui a fait que Louis-Xavier, qui est parti de rien à -10, est devenu qui je suis aujourd'hui. Fait que c'est pas juste sur. Dans le fond, il y a une bonne partie qui est sur la croissance personnelle, la motivation, le développement des affaires, devenir un meilleur humain, développer des habitudes qu'on va toujours pouvoir préserver au fil du temps, devenir vraiment. Moi, je le vois vraiment comme si tu veux réussir à un haut niveau, il faut que tu sois comme un athlète olympique. Moi, je m'entraîne 7 jours sur 7. J'écoute mon pasteur chaque matin, Joel Osteen, vraiment que j'adore beaucoup. Je l'écoute chaque matin. Je mange bien. Chaque jour, là, je mange extrêmement bien. J'ai mes repas. Je fais tout pour avoir la meilleure discipline possible de vie. Fait que c'est un ensemble de tout. Comment j'essaie juste de donner un peu qu'est-ce que j'aurais aimé, comment j'aurais aimé être aidé depuis le début. Fait que je me dis aujourd'hui, un conseiller qui fait partie de mon équipe, en quelques mois, années, il peut déjà battre toute la compétition s'il écoute mes conseils. Fait que je vais donner un fast track 15 ans d'expérience en 1 an. Puis là, on est après créer un LMS, un Learning Management System, une plateforme éducative qui va s'appeler Next Level Advisor. Et puis, from scratch, ou vous allez vous appuyer sur un de tous les existants? Non. On utilise 8 tools avec de l'AI. On a une équipe de 5 personnes sur le projet à temps plein. Donc, on est vraiment très investi dans l'éducation. Donc, on a tout créé les tools, tout est sous peu. Dans le fond, ça va être un outil disponible pour les gens chez Groupe Financier Signature. Mais ça va vraiment être le blueprint de comment ça va changer aussi les gens, mettons, qui ont des agences avec des conseillers qui font du recrutement. Ma plateforme va pouvoir permettre à un conseiller de tout apprendre les conseils de l'industrie, les concepts, stratégies, structurés avec des questions, un certificat à la fin. Donc, on est vraiment, nous, on avance chaque jour. Moi, je dis toujours à mes conseillers, améliorer qu'une chose par jour en continu, puis vous allez avoir un compound effect qui est incroyable. Complètement. Waouh. Si on continue d'avancer au moment où tu as ce déclic-là, de wow, là, je peux plus être juste la pièce de rechange de chacun de ces acteurs-là. Je veux plus subir le jeu, je veux devenir le jeu. Parce que c'est ça, quelque part, en fait, groupe financier structure. Ton but, c'est de devenir le game, quoi. Ouais, c'est de devenir la référence que, dans le fond, moi, c'est de créer un modèle qui est un peu plus collaboratif. Moi, je rêve d'un modèle on est une détention des conseillers. Les conseillers s'entraident. Ils partagent. De toute façon, tu sais, la compétition, c'est pas nous entre conseillers. La compétition, c'est les banques. Donc, à la fin de la journée, si on fait juste s'entraider, partager nos conseils, réseauter avec des gens, à cause qu'aujourd'hui, là, on se le cachera pas. La plupart des conseillers sont tous dans leur sous-sol, dans leur bureau à la maison. Tout le monde se sent seul. Ils ne se parlent pas. Ils se parlent pas. À peine. Comment tu veux avancer ta business si tu fais pas partie d'une meute, d'un réseau de gens actifs qui s'entraident, qui partagent tous les savoirs? Fait que nous, de notre côté, ben, on dit, ben, on veut créer le prochain mouvement qui est participatif, qui va permettre aux jeunes puis à tous les gens de pouvoir prospérer, autant les jeunes que les seniors, n'importe qui, qu'on se sente à la maison, qu'on soit dans un modèle qu'on peut grandir. Ah, complètement. Quand on t'a dit 2022, c'était une de tes meilleures années et c'était
entre guillemets, peut-être la transition officielle vers la méga structure que tu as mis en place à date. Tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place, comment est-ce que déjà tu as mûri cette réflexion et quelles sont les premières actions que tu as mis en place dès lors que tu avais pris la décision finale, quoi. Ouais, mais il y a eu de l'évolution quand même, à cause que si on remonte dans le temps, 2023, ça a été la première version du modèle officiel que je n'étais plus à la vente. Donc, à ce moment-là, notre modèle, moi, j'avais une Tu n'étais plus à la vision. vente, ça veut dire que tu ne prenais plus directement de rendez-vous avec des clients. Non. OK. Donc, ça, il y a eu j'ai eu des conseillers qui ont repris les clients. J'ai toujours resté, un client qui m'appelle aujourd'hui, je vais encore lui parler, mais c'est sûr que je fais plus le transactionnel. Je reste quand même un peu la tête d'affiche, mais c'est plus ma mission je fais plus vraiment, à moins que, ça m'arrive des fois, si c'est un profil qui est extrêmement complexe, etc., je peux parler à la personne, mais moi, je fais plus de transactionnel. Donc, OK. en 2023, ma vision, je me voyais vraiment un peu comme premièrement, de faire beaucoup d'acquisitions. En 2023, j'ai fait 20 acquisitions. Fait que j'ai passé 100% de mon temps à trouver des books qui étaient à vendre. Donc, 20 acquisitions en 20 une seule année? acquisitions, un an. Ouais, Comment un c'est an. possible? Ben, c'est que j'ai passé 100% de mon temps. J'avais mon agenda rempli à parler à des conseillers pour Mais acheter. il y a des transitions, donc il y a au moins pour que le M&A se fasse, pour que enfin, il y a un temps de processus. 20 acquisitions, c'est incroyable ça. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a fait ça. Je ne sais même pas si ça a été fait dans le domaine de l'assurance en un an. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens dans le domaine des grandes figures de l'acquisition que je respecte beaucoup, qui en ont fait beaucoup d'acquisitions dans leur vie. Mais 21 ans, c'est sûr que avec la rétrospective, j'étais tellement motivé sur mon plan que j'ai fait des erreurs. Ça n'a pas tout été parfait, comme tu disais tantôt, les contrats, j'ai fait des mauvais deals. Je pourrais donner quelques conseils aux gens qui veulent acheter des clientèles doivent peut-être faire attention rapidement, à mon sens, à moi. Mais j'étais à un point de scaling. Là, on proposait aux conseillers de se rattacher à notre cabinet, venir travailler les clientèles qu'on rachetait. Mais là, finalement, dans tous les modèles qui sont rattachés, mais là, on a fait face qu'on devenait responsable de leur conformité. Et puis, c'est extrêmement difficile, tant que tu as un conseiller qui est autonome. C'est la façon que tu as Georges, tu as une bonne relation avec lui dans ton équipe depuis longtemps. Puis là, finalement, lui, il était toujours autonome. Fait qu'il travaillait comme qu'il voulait. Puis là, tu l'amènes dans un modèle que, OK, il faut qu'on vérifie tes transactions, ça prend tes notes, ça prend ci, ça prend ça. Donc, ça Ton devient rapidement. archivage et pour s'assurer que tout est fait comme il faut, quoi. Fait que je me suis rendu compte que dans notre domaine à nous, c'est pratiquement impossible de bâtir un modèle un peu comme les banques qui ont des succursales, des conseillers partout, à cause qu'eux font de l'argent avec d'autres sources de revenus. Ils font de l'argent avec des prêts, des comptes de banque, ils font des effets multiplicateurs Les incroyables. transactions, Ouais. la vélocité. Donc, eux sont en mesure de pouvoir payer des réseaux de superviseurs importants. Ils ont un avantage concurrentiel sur nous. Donc là, finalement, c'était fin 2023. Mon associé me disait, celui qui était le dirigeant responsable, Eric, il me dit, le modèle, ça fonctionne pas, nanana. Mais tu sais, c'est difficile quand c'est toi qui amènes un modèle d'avouer que ton modèle fonctionne pas comme tu veux. Donc, je me rappelle, j'étais à Veracruz, au Mexique. Ma conjointe est mexicaine, donc je vais toujours au Mexique à chaque année. J'étais comme on visitait la ville dans un autobus à 2 niveaux. Puis là, j'ai appelé Eric, puis j'ai dit, Eric, t'as raison. Le modèle marche pas. Fait que ça, pour moi, c'était comme, ça, c'est difficile de dire que ton bébé marche pas. Fait que j'ai dit, là, on va apporter des changements. En même temps, c'était une libération, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il avait souvent raison. Moi, j'étais un peu comme le visionnaire, mais moi, j'étais un visionnaire qui passe à l'action. Tu sais, il y en a que des fois, c'est les rêveurs qui font rien. Ben, moi, j'étais un visionnaire qui passe à l'action. Fait que là, quand on a décidé qu'on changeait de modèle d'affaires, ben là, j'ai fait, OK, go, on va attaquer la phase 2. On va tout remettre tout le monde autonome. On va leur vendre en partenariat les clientèles qu'on a achetées. Fait que là, finalement, 2023, on achète plein de clientèles. Puis après ça, en 2024, on a commencé à remettre tout le monde autonome et leur revendre les clientèles. Puis, c'est à partir de 2024 que j'ai passé 100% de mon temps à faire du recrutement de représentants autonomes. Donc, pour donner des chiffres, on était environ 30 conseillers début 2024. Là, en date d'aujourd'hui, on est 300. Il faut que tu expliques, en fait, qu'est-ce que tu entends par représentant autonome? Est-ce que tu fais allusion à un AGA
ou alors Un c'est mix une de personne tout. qui est directement Non, pluguée? non, un mix de tout. Chez nous, j'ai des gens qui sont des équivalents d'AGA, j'ai des équipes, j'ai des représentants autonomes, des cabinets. C'est un mix de tout. 300 individus avec permis environ. OK, qui viennent directement se plugger à toi? Oui, exactement. Fait que dans le OK. fond, à partir de ce moment-là, ben, moi, je faisais que 40 rendez-vous par semaine avec des conseillers sans arrêt. Mm. Souvent, tu sais, j'ai même pas de moment, mon agenda est rempli. Même les dîners, tout est. Moi, j'arrive au bureau à 7h30 le matin. Euh, Fait que j'ai des rendez-vous sans arrêt. Ça veut dire, en fait, avant que tu m'expliques comment tu te débarrasses de tout ce portefeuille-là, j'ai envie de comprendre ton modèle de réflexion. C'était quoi la stratégie de faire du build-up de près de 20 structures, de 20 portefeuilles clients? C'était quoi ton idée derrière? C'était Ouais. pour toi L'idée d'ailleurs, la croissance externe ou peut-être c'était plus compliqué pour toi de créer une équipe de zéro versus racheter des bases existantes et que tu continues d'exploiter tout simplement? ben, c'est que nous, on a un modèle qui a toujours été sur l'offre multiservice. À cause que quand que moi, j'ai quitté Industriel Alliance, Eric, lui, est allé du côté bancaire pour la Banque nationale. Puis Carl est Mhm. allé chez Desjardins pour. Il a fini par être l'offre spécialisée, etc. Donc, Mhm. les deux sont allés dans le bancaire. Puis là, quand ils ont acheté des actions de groupe financier signature en 2020, ben, ils disaient, bon, on va amener la vision vers un cabinet multidisciplinaire. Donc là, Eric a amené l'assurance collective, l'hypothèque. Aujourd'hui, chez Groupe Financier Signature, ben, on a créé un nouveau département de voyage avec un système de cotation en ligne directe pour tous les produits, avec 15 fournisseurs qui sont même pas des assureurs que les gens connaissent. Vraiment tous des TPA particuliers que j'ai signé des ententes avec eux. Mhm. Donc, plus qu'on avance, on va tout le temps chercher plus d'offres multiservices. Donc, nous, on se disait, on va acheter des clientèles, puis on va les faire travailler par des conseillers actifs, puis on va faire travailler tous nos professionnels internes en multiservice. Donc, je voyais juste être capable d'aller chercher un ROI qui était plus grand que juste le revenu récurrent qui était généré par la clientèle. Ok, donc je résume pour les gens qui, qui trouvent que tous les termes là sont trop barbares. Donc, tu vas faire l'acquisition d'un client, mais à ce client, tu vas vendre plusieurs produits complémentaires dont il a Exactement. intérêt à avoir. Ça veut dire, il va prendre l'assurance vie, invalidité, il va prendre probablement un prêt investissement chez toi parce qu'il a un projet d'investissement où il a besoin peut-être de le mettre comme mise de fonds pour aller chercher du levier, etc., etc. Donc, parce que forcément, le client, peut-être tu as payé une seule fois pour l'avoir, mais tu lui as vendu plus de produits, donc tu as une Ouais, meilleure lifetime value versus si tu dois à chaque fois faire l'acquisition de plus en plus de clients où tu vas vendre qu'un seul produit et où tu n'es pas capable de pérenniser la longévité du client dans ton écosystème, quoi. exactement. Excellent. Donc, là, c'était la stratégie. Et pour ça, pour toi, en tout cas, selon votre vision, la façon de scaler ça rapidement, c'était de faire de l'acquisition de portefeuille de base existantes. C'était ça? Oui, c'était ça le plan en 2023, mais ça a fini, comme j'expliquais tantôt, qu'on a fini par faire un virage 360 complet. Puis ça a été beaucoup de, tu sais, pendant toutes ces périodes-là, les gens qui pensent que bâtir des équipes, puis faire de la surcommission sur eux, etc., c'est facile. Non, à cause que pendant plusieurs années, juste moi, j'étais plus rentable que toute mon équipe avec plusieurs centaines de conseillers. Donc, c'est pas un chemin qui est Et facile. ça s'explique parce que on parle quand même d'une quinzaine d'expériences. Il y a certains réflexes que toi, tu as que les autres n'auront pas forcément. Donc, un deal que tu peux closer en deux, trois rendez-vous, une autre personne va avoir besoin d'une dizaine de rendez-vous pour closer le même deal. Donc, forcément, la transmission de cette compétence, de cette connaissance, elle n'est pas si simple que ça, quoi. Ça demande que la personne puisse faire ses armes. Ça demande que toi, tu puisses prendre du temps. C'est-à-dire perdre des opportunités pour transférer en fait cette compétence à l'autre pour qu'il puisse un jour faire comme toi, quoi. Ouais, puis encore là, j'essaie, moi, mon rêve, c'est d'avoir le plus de possible de personnes qui vont même faire mieux que moi. J'essaie d'amener les gens à démontrer que c'est possible à cause que, à la base, moi, je suis quelqu'un qui est introverti. Là. Je suis pas parti quelqu'un, je suis la lumière qui va dans une salle de conférence puis qui parle à tout le monde. Fait que c'est toutes des choses que j'ai développées au fil du temps, que j'ai développées, que j'ai combattu
des façons d'être, à cause c'est difficile de changer notre type de personnalité en tant que tel. Donc, ça a été beaucoup de travail sur soi-même pendant toutes ces années-là. Mais ça pour dire que des moments de questionnement, ben, je l'ai entendu souvent, ben, ce serait pas mieux juste de recommencer la vente comme avant. C'est normal, à cause que, au point que j'étais rendu, ben, mes prochaines étapes auraient été comme monstrueuses en termes de revenus. Mais quand tu n'es plus drivé par le revenu, que tu as une vision, à l'intérieur de moi, c'est comme, tu sais, plus que je le remarque, on dirait que j'ai comme que beaucoup de mes agissements sont avec une force intérieure, que ça m'a pris beaucoup d'années de dire que c'est Dieu. Pour moi, je suis pas né dans une atmosphère religieuse, mais plus que je le vois, je vois des miracles qui se passent continuellement en me disant que ça ne peut pas être autrement que Dieu qui m'a aidé dans ma vie. Fait que je peux pas le croire comment il est là puis qu'il est présent autour de moi. Fait que je ressens que plus que je donne, plus que je partage, ben on dirait que je suis récompensé dans plein de choses qui se passent bien. Plein de moments que je me dis, je pourrais pas m'en sortir, puis finalement, il arrive un événement, bang, le miracle arrive. Tu as tellement raison. Je sais pas que les gens qui sont plus anorexiques, ils vont parler de sérendipité, un truc comme ça. En fait, ça paraît pas logique, mais l'univers, en général, il te renvoie. Tu as fait des trucs, des actions, tu as même oublié que tu as aidé un pool de personnes, mais tu as créé comme une sorte de, je sais pas si on peut dire une dette virtuelle ou qui t'est remboursée au moment où tu t'attends le moins, quoi. Donc, moi, j'y crois fortement. Pour certains, ils vont parler de miracles, de chance, de Dieu. Chacun l'appelle comme il veut, mais ça s'explique pas, en tout cas, de façon naturelle, quoi. Je pense que tant que c'est longtemps que tu l'ouvres pas, que tu n'arrives pas à réaliser, que, tu sais, quand tu vois que quelque chose se passe, mais des fois, je me dis, ça n'aurait pas pu être réalisé autrement que Dieu. Mais tu sais, rendu là, je vais pas, mettons, dans un podcast de business, mais ça finit par être au fil du temps un point pour moi que ça me dérange plus aujourd'hui de partager publiquement à cause que je me dis que c'est un minimum avec tout ce qui est fait pour moi d'en parler puis de dire que je me sens béni. Fait que, en tout cas. Trop stylé. Yes. Louis-Xavier, je voudrais qu'on avance un petit peu sur la nouvelle structuration que tu as adoptée dès lors que tu as commencé à te débarrasser de différents portefeuilles que tu as rachetés. Déjà, c'était compliqué. Est-ce que tu as pu te débarrasser de ça ou il y avait vraiment beaucoup de difficultés pour convaincre? Non, ben c'est le problème que je peux donner, c'est que c'est très compliqué, premièrement, de transférer une clientèle d'un conseiller à un autre. Il y a souvent des polices qui sont oubliées, des assureurs que le traitement est infernal, qui prend des mois et des mois avant d'arriver à transférer la business. Donc, sur le lot, j'ai fini par faire des mauvaises affaires. J'en ai eu qui étaient meilleures que d'autres. Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'on a acheté les clientèles, on les a transférées à notre cabinet, et puis après ça, on les a revendus à des conseillers. Fait que, tu sais, des fois, la transition, pour être franc, en les acquisitions qui ont été faites en 2023, on a encore des situations qui sont toujours pas réglées depuis 2023. What? Non. Donc, si vous achetez une clientèle, assurez-vous vraiment d'avoir toujours une balance de prix de vente. Si vous achetez un individu, assurez-vous qu'il vous fournisse ses relevés bancaires mois après mois pour faire le décompte puis voir s'il y a des compagnies qui versent encore de l'argent. Et s'il y a des compagnies qui versent encore de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des polices qui ne sont pas transférées. Après ça, évitez d'acheter une clientèle. En tout cas, moi, les achats partiels, ça a toujours mal été. Donc, supposons que j'ai Jean qui dit, moi, j'ai eu un exemple d'un conseiller qui dit, moi, je veux plus vendre de fonds communs, je veux juste vendre des marchés dispensés. Là, finalement, le conseiller, il garde sa licence en fonds communs. Puis là, finalement, on lui achète ses clients. Puis là, après ça, on se rend compte qu'il les retransfère à son nom. Fait qu'on a des gens qui sont dans cette industrie-là, sans scrupules, qu'on va être obligé de poursuivre puis continuer des démarches contre eux. Mais on est dans un monde que il y a plein de gens qui pensent que à leur intérêt personnel, puis qui ont absolument aucune valeur morale. Donc, quelqu'un qui va vendre une clientèle partielle, il faut vraiment faire attention. Est-ce que les clients, surtout en placement, à cause qu'un placement,
les gens utilisent toujours le prétexte de dire, ben, le client m'a contacté, c'est pas moi qui l'ai sollicité. Donc, ce prétexte-là revient toujours, tandis que si tu achètes de l'assurance, ben, la personne peut juste transférer le service. Si elle veut transférer la valeur des renouvellements, elle doit te faire signer un document. Donc, l'assurance, financièrement, c'est plus difficile de c'est faire. transparent, quoi. Quand c'est signé, c'est signé. Ouais. Et puis, Et on s'assure également que d'avoir vraiment, tu sais, de prendre le temps d'avoir toute la liste complète des contrats, analyser c'est quoi la composition, c'est quoi les types de produits, est-ce que le conseiller a encore vraiment les numéros de téléphone actifs de ses clients aujourd'hui? S'il a vendu un contrat en 82, qui avait le numéro de sa maison, il y a des bonnes chances que ce numéro-là n'existe plus. Fait que ça, c'est maintenant, comme avec du recul, j'étais jeune et naïf, je voulais faire des acquisitions sans arrêt, facile, mais finalement, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Des fois, on veut avancer très vite. Mais ça, c'est un vrai boulot, parce qu'imagine que tu as une Ouais. base de peut-être 500 000 personnes et que tu dois faire de la due diligence sur chacun de ces trucs-là. C'est pour ça que j'étais surpris quand tu me disais qu'en une année, tu as fait 20 disons. J'ai tout géré moi-même. J'ai tout géré moi-même, les process, les due diligence, j'ai tout fait. Puis là, après ça, franchement, c'est impressionnant. Ben, chaque fois que, tu sais, c'est tout ce que je fais, moi, tu sais, quand le point qui est encore le plus surprenant, en 2024, quand j'ai dit que je vais me concentrer qu'à recruter des conseillers autonomes ou des cabinets ou AGA, peu importe, je me suis donné un objectif qui était très, très élevé, sans aucun plan précis. Je savais juste que je vais être comme toujours, je finais par avoir à trouver la façon d'arriver à mon objectif. Encore là, pensez, c'est presque l'impossible. Comment arriver à faire ça de zéro? Fait que j'ai juste comme, à chaque fois, moi, les points que je me suis beaucoup spécialisé, c'est faire de la systématisation de procédures. Donc, moi, j'ai pas une semaine que je commence que mon agenda n'est pas rempli, là. Fait que peu importe, coûte que coûte, je trouve une façon d'être en action, puis d'être dans le mouvement, puis toujours faire des suivis incroyables. Toute ma vie, là, quand je faisais encore du conseil, là, j'ai des clients, des fois, dans ma vie, que je les ai appelés 100 fois, là. Je t'attends que j'ai un nom formel, mais moi, je n'abandonnais pas. À un moment donné, le client, OK, c'est le bon moment, ma soeur est décédée, puis c'est vrai que j'ai besoin d'assurance. OK. Fait que c'est comme, ça me prend quoi? Ça me prend une minute de t'appeler. C'est correct, next. Fait qu'en faisant ça, j'allais chercher 1 à 2 ventes de plus par semaine, juste à jamais arrêter un appel. Dis-toi que la plupart des conseillers, là, ils reçoivent un lead, 2-3 appels, c'est fini aux poubelles. Wow! Donnez-moi ces leads-là. Je vous dis, c'est un autre mindset, hein, parce que, en fait, 60, ça, c'est des stats officielles, hein, tu as 60 à 65% du business qui se retrouve dans le follow-up. Mais Ben oui. la plupart, ils font pas de follow-up. Donc, forcément, c'est clair qu'il y a une grosse, même s'ils gagnent bien leur vie, il y a quand même une grosse perte d'opportunité de par le fait qu'ils ne saisissent pas justement cet argent dormant qu'ils ont dans la liste, quoi. Ouais, mais moi, c'est jamais arrêté un suivi. Fait que c'était tout le temps, jusqu'à cette année, c'était encore moi qui faisais toutes mes relances sans arrêt. Puis là, j'étais rendu à un point que mon agenda était tellement rempli que mon adjointe maintenant fait mes relances. À cause que je peux plus. Un moment donné, je peux pas tout faire moi-même. Mais ça m'a pris comme 15 ans avant de mettre ma tâche de relance à quelqu'un d'autre. Là, j'ai vu comment je prenais ça. Je prends toujours au sérieux, mais c'est juste qu'à un moment donné, là, j'étais un temps que je recherche des gens dans toutes les provinces, des gens qui veulent développer. Dans notre modèle à nous, ben, on aide nos partenaires à grandir. Fait que supposons que j'ai un cabinet et que j'ai besoin d'un conseiller avec permis comme adjoint. Ben, je vais y trouver sa ressource. Ou des fois, j'ai des agences qui ont des valeurs ajoutées particulières, qu'on fait une entente, puis je leur réfère des conseillers. Fait que dans le fond, la plupart du temps, je remplis les équipes de mes sous-équipes. Fait que dès que je vois qu'une entité a une expertise particulière puis qu'il y a un bon fit, mais comment ça se passe? Ça dit tu vas prendre un conseiller qui est déjà dans un AGA ou dans un cabinet. Ouais. Prenons un exemple. Un peu comme un transfert de club, là, un prêt. Supposons que, non, c'est juste que supposons un exemple, que vous avez un AGA, puis là, vous avez un programme d'éducation particulier, un bon mentorship, vous avez quelque chose qui fit bien avec une des recrues que moi je parle. Mais je dis, cette recrue-là, je trouve qu'elle fait très bien avec vous. Fait que je positionne des recrues dans les équipes de mes conseillers. De mes AGA. Fait que moi, j'aide les AGA, je fais des plans stratégiques avec eux. Mais la personne, est-ce qu'elle est déjà dans ton écosystème ou elle vient dans notre... C'est des niveaux d'autres écosystèmes que j'envoie. Ah, ok, pour l'intégrer directement. Ouais. En fait, c'est pour qu'il ne soit pas seul, il se retrouve directement dans un truc dynamique, quoi.
Chez Groupe Financier Signature, n'importe où que tu es positionné, c'est extrêmement dynamique. Mais des fois, mettons qu'on a un conseiller qui vient de commencer dans le domaine, il y a quelques mois d'expérience, mais je ne vais pas le mettre directement à nous, à cause je veux qu'il y ait un autre niveau supplémentaire de supervision assidue. Fait qu'il y a des cas particuliers où, supposons la personne veut un salaire, mais j'ai des gens qui engagent des conseillers à salaire. La personne veut ci, ça, veut travailler une clientèle existante. Fait qu'en fonction, moi, je sais tous mes modèles où que les gens peuvent bien fitter. Ok, non, je vois, c'est plus clair. Fait que moi, j'aide mes entrepreneurs à développer. Fait que la valeur ajoutée pour les gens qui veulent avoir des équipes, des cabinets, c'est qu'avec nous, ils vont avoir une aide qu'ils n'ont pas ailleurs pour grandir leur business à travers, nous, notre écosystème. Dans notre écosystème, on a des gens qui sont des conseillers en sécurité financière qui vendent des leads. Il y en a qui vendent des formations pour les conseiller, pour générer leurs propres leads. Il y en a d'autres qui vendent des plans de gestion mensuels. Fait que dans le fond, dans mon écosystème, quand que c'est une ressource qui peut aider les autres équipes, les autres conseillers, je permets à ces gens-là de pouvoir en faire la promotion. Tout doit passer par notre autorisation, naturellement. Mais j'aide mes gens. Mais ils sont tous indépendants. Tu n'es pas copropriétaire. Non, pas du tout. Ils sont à 100% propriétaires. Ouais. Moi, qu'est-ce qu'on bâtit, Groupe Financier Signature? C'est un écosystème de gens entrepreneurs qui veulent avancer puis qui veulent du mentorat à haut niveau comme qui n'existe pas nulle part. OK. C'est propre, c'est clean. Tout à l'heure, dans le processus d'acquisition, tu as mentionné aussi la balance de vente. Est-ce que c'est un peu comme ce qui se fait en immobilier ou c'est le même principe? Ouais. Supposons que tu as une clientèle, tu vas payer à ton 75% maintenant, tu gardes un 25% de côté. Fait comme ça, tu vas pouvoir faire le décompte de ce que la personne a reçu dans son compte pour le déduire à la fin quand il n'y a plus de paiement dans le compte. Ah, ça permet d'être sûr de ne pas tomber dans les situations dans lesquelles tu es tombé. Moi, j'ai des situations que j'ai eu plein de situations. Je pourrais faire une capsule complète sur les acquisitions, les histoires d'horreur. Franchement, tu devrais le faire. Je te jure, tu devrais faire un épisode spécial sur ton podcast là sur les trucs des acquisitions. Je trouve que c'est un sujet tellement brûlant et intéressant en tout cas pour les gens qui veulent aller chercher de la croissance. Tu peux économiser du 10 ans juste avec ce genre de partage là. On pourra faire une phase 2. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau enfin, on est en 2024, tu es déjà dans une autre dynamique. Est-ce que tu as déjà le statut de MGA? Dans le fond, de la façon que c'est fonctionné, je fais partie d'un regroupement, puis on est des agents généraux qui poolent du volume ensemble. Donc, on a une société qui est entre nous, qui n'a pas de conseiller, qu'elle est réellement le MGA. Donc, on est dans une structure que de mon côté, j'ai 100% le contrôle. On gère la plupart des opérations, mais on a quand même une structure en arrière qui permet, dans le fond, on est plusieurs, 6-7 entités d'envergure qui travaillent ensemble en équipe pour maintenir nos C'est cette entité-là qui est en contact avec les compagnies d'assurance. Il n'y a pas cet interlocuteur, il n'y a qu'un seul interlocuteur. J'ai beaucoup de contrats. Si on parle juste de la division voyage, mais j'ai 15 ententes de MGA avec ces third parties. En collectif, on est MGA. Donc, il y a les endroits qui nécessitent des volumes plus restreints, plus compétitifs. On a décidé de faire partie d'une alliance. Fait que quelqu'un qui veut, par exemple, se bâtir sa propre équipe, moi, je peux le mettre dans un modèle qui va faire partie de notre alliance. Donc, vraiment faire un modèle que les gens peuvent prospérer. Puis, je pourrais leur expliquer en privé si quelqu'un veut en parler avec moi, qui me contacte. C'est-à-dire, ça peut être un autre MGA. Un agent général. Bien évidemment, qui n'est pas. MGA, c'est le master. Donc, oui, mais il ne faut pas qu'il soit en concurrence avec toi sur des produits où tu as déjà un contrôle. C'est-à-dire, il est complémentaire, en fait, sur des produits sur lesquels peut-être tu n'es pas déployé. Tu parlais, par exemple, des voyages et tout. Donc, là, ça ferait sens pour toi de faire rejoindre l'Alliance. Oui, mais dans le fond, c'est que moi, je vais pouvoir juste consulter selon les gens dans leur projet. Je vais pouvoir les aider un peu à peut-être sauver encore une fois des recherches que j'ai faites pendant des années. Fait à la fin de la journée, tout le monde va gagner, puis je peux aider d'avoir un modèle que tout le monde s'en fait. Mais comment est-ce que toi tu gagnes? Puisque lui, il est déjà MGA et il est plugué directement aux compagnies d'assurance. Dans quelle mesure est-ce que dans l'alliance, tu vas pouvoir profiter? La personne va quand même faire partie de notre alliance, puis elle va pouvoir profiter de tous les avantages qu'on a chez Groupe Financier Signature. Donc, on fait vraiment un modèle que… Sauf que toi, qu'est-ce que toi tu gagnes? C'est ça la question, en fait.
C'est que dans le fond, en raison que nous, on a nécessairement plus de volume que les autres, on finit par avoir une rétribution quand même à la fin de la journée. Mais pas sur les ventes qu'eux, ils font. C'est juste pour attirer peut-être d'autres personnes dans le groupe dans sa globalité, c'est ça? Tout est négocié à la pièce. Donc, je te dirais qu'il n'y a pas une façon one fit for all. Donc, j'invite vraiment, tu sais, sur ce côté-là qui est plus business. Ben, s'il y a quelqu'un qui se sent dans cette situation-là, je pourrais lui expliquer un peu comment que nous, on fonctionne, puis comment qu'on peut les aider à scaler leur entreprise de recrutement. Parfait. On va mettre tous les liens en description. Donc, Ouais. pour boucler en fait sur ce statut de MGA là, est-ce que c'est une licence particulière? Donc, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les autorisations d'un AGA. C'est pas une licence particulière. Par contre, dans beaucoup de provinces maintenant, il y a des provinces maintenant qui ont commencé à créer des licences d'agent général. Au Québec, c'est encore une licence de cabinet, mais si on se fie un peu à l'évolution qui s'en vient, il va finir par avoir des licences d'agent général. Puis on parle déjà, par exemple, en Ontario, l'augmentation des responsabilités fait que là, il y a des débats qui se font en ce moment, justement, sur qui devrait s'occuper de la vérification de la conformité des conseillers qui sont autonomes, etc. Mais des fois, un conseiller peut, c'est pas toujours idéal, mais un conseiller pourrait décider d'avoir plusieurs relations. Avoir 4 compagnies avec un agent général, 4 compagnies avec un autre. Donc, ça devient un peu compliqué des fois de qui va se délayer de toute la conformité. Fait que plus qu'on avance, on s'en va dans un modèle que les gens n'auront pas le choix d'être dans une structure à cause que ça sera plus possible, d'après moi, financièrement, que le petit va devoir faire des partenariats. OK. Fait que je dirais que c'est comme la vérité, si on dit qu'on veut devenir MGA, la vérité, c'est que c'est quasiment impossible. Tu pourras avoir un direct. Moi, j'ai des directs en voyage, j'en ai en assurance collective, mais du côté assurance individuelle, la barrière d'entrée, un peu comme je t'expliquais tantôt, il va y avoir une personne qui a un direct à une compagnie d'assurance, toutes les autres avec un autre MGA, ça devient extrêmement compliqué à gérer pour les conseillers. C'est quoi la procédure en fait? Combien de temps ça prend? Toi, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait toute cette procédure ou tu as racheté un truc qui avait déjà une licence? Non, moi, j'étais quelqu'un qui était déjà reconnu d'atteindre des objectifs. Je me suis commis à un objectif pour faire partie de l'Alliance. J'ai réussi mes objectifs. Fait que je te dirais que c'est comme, je pense que ce point-là, sérieusement, il touche tellement peu de gens. Il y a tellement peu de gens qui peuvent avoir un statut comme ça que l'idéal, c'est vraiment de discuter puis voir un peu, sans faire plaisir à n'importe qui de discuter en privé, puis aller plus dans ces détails-là. Il y a plein d'informations qui sont confidentielles, qu'on peut pas trop partager comme ça publiquement dans un podcast. Mais si un jour, quelqu'un veut, qui a déjà une équipe ou qui veut se bâtir une équipe, mais je peux expliquer un peu c'est quoi les shortcuts, puis comment ils peuvent travailler en collaboration avec nous pour aller tout simplement juste plus vite dans ces démarches-là. Excellent. Xavier, on avance. Donc, 2024, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle structuration qui va être axée beaucoup plus sur le care de tes conseillers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment tu organises tout ça, que ce soit en termes de formation, éducation et surtout acquisition de clients? C'est ça qui va m'intéresser aussi. Comment est-ce que tu réussis à alimenter en fait parce que c'est quelque part aussi, je dirais à 80%, c'est pour ça qu'ils viennent chez toi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du deal, ils vont avoir du business. C'est surtout, je te dirais que la part des gens qui viennent chez Groupe Financier Signature, c'est qu'ils veulent avoir du coaching, de l'encadrement et des technologies. Puis dans le fond, de l'enseignement sur comment pouvoir pêcher par eux-mêmes. À cause que toutes les structures de génération de leads, qu'est-ce que je me suis rendu compte après des milliers d'essais, je fais encore des essais aujourd'hui, mais je pourrais jamais dire que j'ai eu quelque chose qui était réellement concluant. C'est que quand tu fournis des leads que les conseillers ne payent pas, ils mettent pas les efforts nécessaires pour les relancer, les appeler. Fait que après beaucoup d'essais-erreurs, je me rends compte que la plupart des conseillers ne font pas un travail adéquat lorsqu'ils ne payent pas le lead eux-mêmes ou la prospection. Fait que là, on a fini par développer différents modèles, soit que nous, on offre des services, à cause que, tu sais, dans le fond, nous, on fournit une plateforme qui permet aux gens de pouvoir créer leur propre funnel,
pouvoir créer des séries d'automatisation, faire l'envoi des infolettes, gestion des pipelines, tâches, appels, gestion des médias sociaux connectés à ChatGPT. Donc, on a vraiment un outil que, dans le fond, le conseiller peut partir toutes ses funnels de vente, ses VSL, n'importe quoi peut être fait dans cette plateforme-là. Donc, dans cette plateforme-là, ben, il y a une école que la personne peut apprendre en autodidacte comment devenir un marketeur numérique sans devoir payer des gestions ou des cours à n'importe qui. Là, le point qu'on était prêt à commencer à créer, on vient d'engager une personne à temps plein qui va que créer des funnels. Fait qu'on va envoyer des funnels déjà faits dans les plateformes de tous nos utilisateurs. Après ça, ils vont pouvoir utiliser les services de nos intégrateurs pour améliorer leur funnel. Mais en gros, si les personnes ne veulent pas do it by yourself, ben, ils vont pouvoir utiliser, on a des gens qui vendent des formations, il y a des gens qui vendent de la gestion, ils vont ou employer qui va faire le travail pour eux. Donc, on amène des solutions. On a créé un guide avec plus que 10 méthodes de prospection efficaces. Donc, on essaye d'enseigner aux gens comment avoir toute la propriété de leur clientèle, puis comment pêcher par eux-mêmes. À cause qu'à long terme, quelqu'un qui fait toujours... Le but, c'est vraiment qu'ils soient complètement autonomes. Complètement autonome, à cause que, sérieusement, moi, avec tous les milliers de conseillers que j'ai parlé, tout le monde qui essaie toujours comme d'avoir une nouvelle source de lead, ces gens-là vont tout le temps changer d'agence. Ils n'auront jamais de propriété de leur clientèle. Fait qu'ils vont tout le temps bâtir pour les autres. Puis dès qu'ils n'ont pas les résultats souhaités, ils vont se faire jeter comme un Kleenex dans la poubelle. Donc, moi, je suis un peu avec du recul. Je me dis qu'on doit apprendre aux gens à être autonomes, pêcher par eux-mêmes. C'est la meilleure façon de prospérer. J'en profite comme on est là parce que c'est une problématique à laquelle nous on fait face actuellement. Nous, on fait tout en interne, on fait tout, j'ai tout le process d'acquisition, on le fait complètement en interne. C'est vrai qu'on a une procédure de qualification qui est ultra rude pour essayer d'affiner en fait la qualité de la personne qui va rencontrer le conseiller. Ça prend beaucoup d'énergie, mais par contre, c'est bien fait quand je dirais, on convertit littéralement quasiment à 60-70% des fois, quoi. Donc, généralement, il faut que ce soit une situation qu'on n'a pas vu venir, peut-être un cas de maladie grave, ou parce que c'est des choses qui sont à un moment dans le processus pour des raisons de conformité. Il y a des informations qui ne se partagent que avec le conseiller, pas avec la team marketing, tu vois. Donc, ça fonctionne bien à petite échelle. Mais dès lors que on sort déjà de notre petite core team de conseils avec qui on bosse, qu'on sait qui ont déjà la méthodologie et tout, je ne sais pas si c'est parce que c'est pas eux qui... C'est pour ça que ça me parle quand tu dis, c'est pas quand le conseiller ne paye pas, il traite pas le lead pareil que s'il l'a payé, quoi, tu vois. Et à chaque fois qu'on a délégué le truc à l'extérieur de notre écosystème à d'autres conseillers, ça ne le fait pas, quoi. Donc, on sait que le lead, il est bon. Le problème, c'est pas le lead, mais Non, il n'y a pas ce même... c'est pas le lead le problème, c'est le conseiller. Fait que moi, tu pourrais me donner n'importe quoi. Là. Tu me pognerais une téléphoniste là, puis qui dirait, il t'appellerait, Guy, Louis Xavier doit te parler, il y a de quoi te présenter. C'est quoi? Ben, il va te le dire. Tu sais, c'est comme, je prends une téléphoniste qui dirait juste ça, puis je convertirais des gens sans que les gens sachent pourquoi je les ai contactés. Fait que pour moi, il n'y a pas de, qu'est-ce que j'enseigne à mes conseillers, c'est que peu importe la façon que tu as ton lead devant toi, comment créer un climat de confiance le plus vite possible, puis finir par faire du transactionnel. Fait que le problème, quelqu'un qui close pas des leads, c'est lui. C'est pas le lead. Fait que ça donne que si tu veux grandir puis aller à grande échelle, tu vas faire face au problème que un moment donné, tu vas juste sortir de l'argent, puis tu vas jamais chercher un bon ROI à cause que les gens s'en foutent et l'ont pas payé. Toi, des fois, d'avoir un bon rendez-vous mis dans l'agenda peut coûter 100, 200 $. Là. Si lui ne close pas avec tes statistiques, tu fais juste par brûler de l'argent. Fait que moi, je suis toujours un éternel, je crois toujours. Encore dernièrement, l'année passée, j'ai investi dans un projet qu'on faisait de la génération de leads pour plein de concepts, plein de stratégies. On a sorti des leads de qualité incroyable. Puis le monde réussit à pas avoir de résultats quand même. Donc, de gérer des leads Internet, il faut que tu sois déjà habitué de gérer des leads Internet. Si tu n'es pas formé et tu n'es pas habitué de gérer ces types de leads-là, tu ne vas jamais avoir beaucoup de résultats. Puis,
faut faire beaucoup de suivi, puis un peu responsabiliser le conseiller dans la valeur que ça coûte. Donc, c'est un univers qui est extrêmement difficile. Donc, je te dirais des fois, c'est le genre de consultation que j'ai avec mes entrepreneurs. À cause que dans toutes ces années-là, j'ai essayé tous les modèles, toutes les stratégies que tu peux imaginer. Donc, c'est là que mon rôle devient important. C'est que je donne du consulting à mes équipes, à mes conseillers. Comment éviter les erreurs que j'ai faites par moi-même puis que je fais encore aujourd'hui. Fait que le monde qui sont coachables, ben, je vais dire, OK, vas-y comme ça, modifie ton modèle d'affaires pour cette façon-là. Puis souvent, ben, je finis par trouver right on the spot le modèle qu'on devait prendre. Yes. Là, je réfléchis à haute voix, hein, Louis Xavier. Est-ce que tu penses qu'il y aura un modèle un peu, je reviens encore sur le concept de balance de vente, mais avec du lead, ou un lead, en fait, que peut-être si tu closes derrière, il y a peut-être un 2000 $ de commission qui doit être reversé. Est-ce que c'est possible d'aller sur un modèle où ben, le lead, ben, tu vas, pour pouvoir le traiter, payer par exemple un 500 $ et si tu le closes, bah, tu vas payer en fait le reste, quoi. Parce que j'ai l'impression en fait que. Mais toi, tu as plus d'expérience que moi, en plus, tu as du volume. Mais je Ouais. sais pas, c'est comme si c'est du charabia, en fait, ce truc de marketing. Quand tu parles au conseiller, c'est un autre monde, en fait. Même avec mon partenaire, c'est différent parce qu'on a pris le temps, tu vois, il a beaucoup évolué, c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert d'esprit. Mais le conseiller financier, parfois, on voit le marketeur comme le diable, quoi. Je sais pas, c'est. Mais j'ai déjà vu des modèles qui étaient un peu basés, qui avaient un montant à payer pour un rendez-vous. Puis après ça, en fonction de si tu l'avais rencontré, si tu avais vendu, il y avait une gamification en fonction des résultats qui étaient réalisés avec le rendez-vous. Fait que ça faisait en sorte que le conseiller se sentait responsable. Mhm. Fait que ça, je l'ai vu, ce modèle-là, déjà. OK. Ah, c'est intéressant. Mais j'imaginais pas une telle profondeur. Je m'attendais pas dans la partie formation que ça allait jusque-là, Ah non, expliquer moi, vraiment, non, rentrer dans c'est la formation le qu'on va, marketing. ça va dans des points que tu peux pas imaginer. C'est vraiment comme C'est du la nature. business, c'est vraiment, ils bâtissent du business, quoi, puisque ça fait partie du business. Le business, c'est Ouais, pas c'est que pas, de conseiller, quoi. Il y a aussi la partie ouais, acquisition, mais comptabilité, marketing. avec la plupart du temps, nous, on mise beaucoup sur tous ces points-là. Le marketing, la motivation, développement personnel, automatisation, décision d'affaires. Nous, on fait à chaque semaine la révision d'un modèle d'affaires d'un de nos conseillers publiquement qui accepte qui accepte de son plein gré de le faire. Mais tu sais, Mhm. on se challenge, on analyse, on fait des mises en scène. Mhm. Client, représentant. Hey, salut Guy, c'est Louis-Xavier du groupe financier Signature, ça va Mhm. bien? Là, on fait des mises en scène Ouais, publiques. le jeu de rôle. Ouais, du jeu de rôle. Je fais toutes les Mhm. choses, je reviens à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu réussis pas à faire 5 ventes par semaine, mon ami, tu as un problème. Fait que moi, je suis le premier, je suis extrêmement gentil, mais je suis le wake-up call. Si tu fais Ouais. pas 5 ventes par semaine, on doit Un revenir à peu. la base, on doit arriver à le faire. Puis après ça, tu penseras à intégrer 10% de ton temps dans un concept avancé, stratégie, reviens à la base. Puis après ça, on va se faire un plan d'affaires efficace qui va te permettre de scaler. Fait que nous, plus qu'on avance, moi, je nous vois comme un agent général dans le coaching puis le mentorat. Mhm. C'est ça qui fait qu'on est unique. Puis on a un département AI technologique complet. Fait que nous, toutes les procédures, intégration, on automatise tout de A à Z. Donc, on apprend nos conseillers à devenir les leaders de demain. Si on revient que sur le groupe financier signature, c'est quoi ton processus d'acquisition de nouveaux conseillers? Puisqu'elle en parle quand même d'un pool de quasiment 300 conseillers. C'est assez impressionnant quand moi je vois comment, juste pour recruter un seul conseiller, comment est-ce qu'on doit se casser le cul, désolé du terme, mais c'est difficile, c'est dur, le process de formation, le process de mise en confiance, intégration avec le reste de l'équipe. Et je vois le volume que tu onboardes. Donc je me demande, est-ce que tu peux un peu m'expliquer déjà, comment est-ce qu'ils savent que tu existes? Et ensuite, enfin, de ce que tu peux partager, j'imagine qu'il y a des secrets de cuisine. Bien sûr, mais je te dirais que je pense que maintenant, au moins un conseiller sur deux doit me connaître. Fait que ça, c'est déjà, j'ai réussi à me faire connaître. Ça, d'après moi, c'est clair. La plupart des conseillers savent je suis qui maintenant. Puis ça a toujours été de la façon que j'ai réussi à me faire connaître, c'est vraiment toujours d'être dans l'action, puis trouver des méthodes d'acquisition de rendez-vous
multiples pour être capable de remplir mon agenda, parler avec un maximum d'individus constamment. Donc, la recette du gâteau, je la partagerai pas aujourd'hui, mais c'est un mix de toutes les stratégies que tu peux imaginer pour être capable de pouvoir arriver à ce résultat-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est même plus juste moi qui ai un agenda rempli. Mes directeurs ont des agendas remplis de conseillers. Fait que moi, plus que j'avance, ben, je développe des méthodes d'acquisition, que je fais de la duplication puis du scaling. Parce que moi, je peux pas juste m'arrêter à qu'est-ce que moi je peux faire pour être mieux. C'est qu'est-ce que je peux faire pour mon objectif. Moi, c'est d'ici la fin de l'année, il faut que je finisse à 500 conseillers. Puis l'année prochaine, c'est 1000. Donc, plus que j'avance, plus que mon scaling, nombre de recrutements, doit augmenter constamment. Comment je peux faire ça? Systématisation, trouver les bonnes personnes, trouver les bons partenaires, puis faire un modèle que tout le monde va être content, puis tout le monde va être gagnant d'être dans mon regroupement. Fait que je veux créer le regroupement qui est le plus fort, le plus honnête et Mais toi, tu as transparent. les moyens de ta politique parce que tu peux offrir des choses qui sont difficilement faisables lorsque tu es juste un d'intermédiaire, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'une agence qui a 5, 10, 20 conseillers a tout avantage à joindre mon regroupement à cause que tous ces conseillers vont tous profiter de tous mes avantages. Donc, eux vont finir par développer, ils vont dire aux conseillers de tel avantage à faire partie de notre groupe, plus tel, ils vont pouvoir nommer, au lieu d'en avoir 5 avantages, ils se retrouvent qu'ils en ont 20. Donc, le conseiller qui va rejoindre une agence que c'est déjà toute sa valeur, son ADN, son identité, il va se retrouver avec tous mes autres avantages. Fait que vous venez de créer un modèle qui est encore plus, c'est comme boosté aux stéroïdes. Là, c'est vraiment comme un modèle de croissance ultime, là, un catalyseur. Ouais, complètement. Donc, est-ce que tu as d'autres stratégies du genre, je sais pas, peut-être de l'acquisition payante ou des webinaires, des trucs que tu fais spécialement pour attirer des conseillers? Je veux dire, comment est-ce que tu les rencontres tous? Comment est-ce que... Toutes les rencontres, moi, c'est des rencontres, première rencontre au téléphone. Puis après ça, s'il y a un intérêt commun, deuxième rencontre en vidéoconférence. Fait que c'est tout le temps le même modus operandi. Première rencontre un peu plus courte, on regarde un peu rencontre exploratoire. Après avoir interviewé des milliers de conseillers, ben, j'ai trouvé quoi dire au bon moment. Chaque jour, j'améliore mon speech. Chaque jour, je m'améliore. Fait que j'arrive pas dans un piédestal. Chaque jour, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre encore plus de marché? Fait que moi, c'est comme, je suis pas satisfait. Pour moi, 500, c'est rien. Je veux 10 000 conseillers dans mon organisation. Après ça, je veux les États-Unis. Je suis juste au début du mouvement. Fait que les gens qui vont joindre maintenant, ben, ils vont faire partie d'une aventure qui va être incroyable. Puis aussi, ben, on a créé quelque chose qui est cool, c'est que nous, on a des conventions avec nos conseillers, mais on n'a pas la notion du top 10, top 15. Nous, tout le monde qui se qualifie, selon nous, on a bronze, argent, or, platine, diamant. Tout le monde qui se qualifie peut venir. Il n'y a pas de nombre maximal de participants, puis on n'a pas un top 10, top 15. Nous, c'est un modèle qui est inclusif, puis quelqu'un qui fait de la bonne production va se qualifier à 2 voyages par année. 2 voyages par année. Normalement, c'est 1 par 2 ans. Nous, c'est 2 par année. Fait que on est comme, on veut juste être le disrupteur. That's it. Moi, je me demande eux, ils entendent parler de toi comment. Enfin, ça va, il y a le podcast, mais... Le podcast, sérieusement, j'ai un short par jour. Je pense pas que ça fait juste comme faire en sorte que quelqu'un te parle, puis là, il dit, ah, drôlement, je te vois sur Facebook après dans mes vidéos. Mais le reach que ça a donné, c'est rien. Des vidéos à 200, 500 personnes qui le regardent. Si je suis chanceux, 1000, c'est presque rien. Là. Moi, ne néglige pas ce truc. Nous, on n'a pas des millions de vues, mais quand je regarde, t'as ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ils te regardent, mais ils ne parlent pas. Ouais, et au moment où c'est le bon moment, tac, ils te contactent, mais tu crois qu'ils te contactent à l'instant, mais la personne te regarde depuis peut-être 6 mois, 1 an, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, là-dedans, c'est que moi, j'abandonne pas, je le continue. Je me dis au pire, ben, il va y avoir un petit short à chaque jour qui va donner des conseils. Les gens qui sont conscients en sécurité financière sont heureux, qui sont, tant mieux pour eux. Si je peux juste aider d'autres gens autour de moi à avoir un reach puis s'améliorer, tant mieux. Après ça, si quelqu'un veut comme passer au prochain niveau pour avoir les conseils secrets, ben, qui décide de joindre notre organisation, puis il va pouvoir avoir les prochains, le inner circle. Tu sais, vraiment comme
le coaching privé, le mentorat, les rencontres quotidiennes. Fait que, mais je donne le plus que je peux au public quand même. Ouais, c'est clair. Donc, ils te découvrent par le podcast, en tout cas une petite Non, partie. Mais non, mais le reste, c'est pas du. moi, j'aime bien rentrer dans le comment est-ce que on réussit à onboarder 300 conseils concrètement. Ben, Où tu les onboarding, rencontres. si on commence par le deuxième point qui est l'onboarding, on a 100% tout automatisé. Donc, quand j'ai un conseiller qui commence, ben moi, je remplis un formulaire avec ses détails, lui remplit son formulaire, ça crée automatiquement tous les documents, on a tout automatisé l'onboarding. Fait que quand on a un nouveau conseiller, tout est automatisé. Donc, on a créé une méthodologie qui permet de pouvoir être efficace puis avancer rapidement. Après ça, la gestion des demandes de code, n'importe quelle problématique, on part tout par des systèmes de tickets. Donc là, on a créé un dashboard centralisé qui va avoir l'LMS, les tickets, les guides, Fait que dans le fond, on a tout après créé comme notre ressource interne qui permet de faciliter la vie de nos conseillers. Puis après, tu avec quoi? C'est Zendesk. Zendesk, OK. Ouais, fait que le cœur de notre entreprise, beaucoup est via Zendesk. Ben, ça, c'est juste comme le facing, mais après ça, il y a des milliers d'automatisations puis logiciels en arrière avec de l'AI, mais tout ça pour dire qu'on regardait les grandes compagnies comme des Walmart, etc. Toutes les grandes compagnies ont des systèmes de tickets à cause que sinon, tu perds le contrôle de tes employés. Nous, on fonctionne même plus par courriel. Là. Si quelqu'un écrit un courriel, ça va nous créer un ticket dans Zendesk. Ouais. Et on invite à répondre par Zendesk, il va recevoir le courriel. Quoi. Exactement. Ça revient au même, mais c'est juste que nous, on est capable de suivre nos employés, s'assurer que le travail est fait puis que les tickets sont résolus. Fait que c'est juste mon associé Eric, ben lui, c'est vraiment comme le gars opérationnel qui s'occupe vraiment qui est difficile, qui est un éternel insatisfait comme moi. Donc, tu sais, le show est pas mal géré par moi, Pierrick. Après ça, on a un gros conseil d'administration dans le groupe financier Signature, des grands noms de l'industrie qui font partie de notre conseil d'administration. Donc, on n'est plus dans un décisionnel 100% par moi, Pierrick puis Carl. On a un conseil d'administration. Ou... Ah ben oui. Dans le fond, on a Philippe Marleau de Palos. Palos, c'est une grosse famille dans le domaine public. Eux, ils ont leur propre fonds d'investissement, sont dans le private equity, gestion de portefeuille. Donc, on a Philippe Marleau sur notre conseil. David Kennedy, l'ancien CFO de Dale Parizeau. Jean-François Bergeron, investisseur immobilier à succès, qui est mentor dans différentes associations, très bonne personne. Gilles Séguin de BCF, avocat, qui est le chef du département des valeurs mobilières. Donc, on a vraiment des grandes pointures qui font partie de notre décisionnel de l'entreprise. Donc, on n'est plus un petit niveau. On veut vraiment qu'il y ait tous des gens qui sont externes de l'entreprise pour nous aider à prendre les meilleures décisions possibles à haut niveau. Mais dans le day-to-day, c'est moi, Pierrick, qui traîne pas mal le bateau. Carl, et c'est une des sommités dans le domaine de l'assurance et des stratégies avancées. Fait que lui fait 100% de son temps à former nos conseillers. Moi, personnellement, ça m'a toujours fait peur de tous ces trucs de conseil d'administration. Et par contre, au fur et à mesure que je regarde des scale-up, des entreprises en pleine croissance, je constate tous qu'ils essayent de se constituer. Ils ne sont pas forcément actionnaires, mais ils sont dans le conseil d'administration et c'est des personnes généralement qui ont souvent de grosses expériences. Et je connais pas de l'intérieur comment ça se passe, mais c'est quoi la valeur ajoutée? Parce que c'est pas des gens que tu vas rencontrer tous les jours. J'imagine que c'est des gens que tu vas rencontrer une fois par an lors des assemblées généraux et tout, de générales. Et puis, je me demande en fait si les gros le font. C'est parce que ça a du sens. Mais c'est quoi ce sens en fait? Pourquoi est-ce que je devrais intégrer, par exemple, dans mon organisation un conseil d'administration? Ben, c'est surtout à un certain point, si on prend par exemple toutes les entreprises publiques, par exemple, c'est qu'ils sont obligés d'avoir un conseil d'administration pour pas que le décisionnel soit dans les mains d'une seule personne. Donc, si un jour, par exemple, la direction de l'entreprise, un peu comme dans le temps avec Apple, quand Steve Jobs s'est fait renvoyer de sa propre entreprise, ben, c'est que un moment donné, si tous les gens sont plus d'accord avec la vision de l'entrepreneur, ben le conseil d'administration pourrait prendre des décisions assez radicales. Donc, c'est un mécanisme pour démontrer une certaine indépendance puis d'éviter des conflits d'un pouvoir décisionnel trop important, surtout à partir du moment qu'ils vont avoir beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens qui sont dans l'entreprise. Une entreprise normale, normalement, n'a pas de conseil d'administration,
Mais nous, dans nos objectifs de croissance, on s'en va vers un modèle que tous nos états financiers sont audités, IFRS, on a un conseil d'administration. Donc, on s'en va dans une direction de transparence absolue pour une croissance mondiale. En prenant les normes de comptabilité IFRS, mais maintenant, quelqu'un qui lit notre état financier, qu'il soit à Londres, qu'il soit au Maroc ou au Japon, ben, c'est la méthode de comptable international, audité par un organisme qui est dans l'audit. Donc, c'est juste que maintenant, la force des choses, une entreprise quand même à plus haut niveau finit par avoir ce genre de structure-là. Mais sinon, dans le day-to-day, non, ça serait, derrière moi, les gens voudraient sûrement pas être dans un conseil d'administration d'une entreprise que c'est encore un solo entrepreneur ou une autre personne. Tu sais, nous, on a beaucoup d'investisseurs impliqués, fait que c'est un autre monde. Au-delà de la partie légale et du fait que ce soit une obligation à une certaine échelle, c'est quoi en fait l'apport? Si on regarde vraiment toi, qu'est-ce que ça t'apporte, Louis-Xavier, d'avoir tous ces gros noms que tu as cités justement dans ton bord? La formation est encore nouvelle. Donc, au fil du temps, on va pouvoir voir plus son impact. Parce que plus qu'on va avancer, plus qu'on va devoir prendre des fois des décisions qui sont plus grandes. Puis là, on va juste devoir s'assurer que peut-être que les gens vont juste nous dire, ben, t'as-tu pensé à tel point? Tu sais, tu donnais un exemple d'un des CEO d'une grosse compagnie publique, ben, il a fini par se faire avoir plusieurs fois. Mais si, dans le fond, avec un conseil d'administration de gens qui ont vécu ces situations-là, ben, dirait, ben, finalement, tu aurais pu faire attention à tel point, c'est des guides. Ou si je veux acheter telle entreprise, ben OK, mais es-tu certain? T'as-tu pensé à ça? T'as-tu fait ça? T'es-tu sûr que c'est un bon choix? Là, tu vas prendre une grosse partie de la trésorerie, tu vas emprunter un montant important en mettant caution l'entreprise. Est-ce que tu fais-tu un bon choix? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est un choix qui est logique? Fait que c'est pas pour te bloquer. C'est pour des fois juste te dire, ben, ces gens-là, généralement, ils sont plus âgés que moi. Ils ont vécu, ils ont eu tu sais, Philippe a été propriétaire de compagnies publiques, il était en plein de conseils d'administration. Il a vécu des expériences que j'ai pas vécues. Donc, dans toutes mes prochaines étapes, ben, j'appelle Philippe, par exemple, ou Gilles, puis ils vont agir comme mes mentors, puis ils vont me donner même oui, tu as des rencontres officielles de CA, mais tu as aussi le côté mentorship de ces gens-là qui sont impliqués à cause que pour avoir normalement un conseil d'administration, ces gens-là ont des options de l'entreprise. Donc, eux tiennent à l'évolution aussi de l'entreprise d'un côté financier. Obligatoirement, ils doivent avoir des actions? Ben, sinon, c'est rare que les gens à haut niveau veulent travailler pour rien. Ouais, mais membres du conseil d'administration, ils ont un salaire, non? Il peut, dans une compagnie comme la nôtre, on n'est pas encore rendu là, il n'y a pas nécessairement un salaire, ça peut juste être des packages d'options. OK, c'est très clair. Il y en a des fois des gens qui sont membres de conseil qui font des gros montants par année juste pour faire partie du conseil, mais dans une entreprise qui n'est pas encore à cette envergure-là, normalement, ça va être plus avec des options. OK. C'est très clair, très clair. Franchement, merci pour ce partage, lui. Franchement, c'est hyper. Ça me donne ma tête bouillonne là-dedans. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs là que j'ai tout de suite envie de faire après le podcast. Revenons quand même sur le conseiller. Aujourd'hui, un conseiller qui va nous écouter, qui est inspiré par tout ce que tu racontes, qui trouve que, ah ouais, il est chaud ce mec, je veux bosser avec lui. Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi la procédure? Comment est-ce qu'il fait pour rejoindre, soit en direct, soit via un partenaire de ton groupe, le groupe financier Structure, quoi? Le groupe Signature, pardon. On est beaucoup dans les structures, on est beaucoup dans le légal, mais on est signature. Ben, les gens peuvent soit m'ajouter directement sur LinkedIn ou Facebook à mon nom, Louis-Xavier Savard, ou aller sur le site www.gf comme groupe financier, signature.com, faire une demande, écrire un courriel sur le site Internet ou une demande pour joindre l'équipe. Donc, les gens peuvent me rejoindre pas mal de toutes de ces façons-là. Puis après ça, ben, je vais pouvoir organiser une rencontre avec eux, puis faire un tour un peu, comprendre où que les gens sont, c'est quoi leurs défis, d'une façon transparente, c'est quoi que je peux donner comme valeur ajoutée, puis qu'est-ce que je donnerai pas. Fait que moi, je vais être très transparent. Moi, je vis dans la vie pour donner leur juste aux gens. Des fois, je vais donner une réalité que
je vais être tellement direct que des fois, des gens, ça les perturbe, mais moi, je vais te dire la vérité. Je te regarde dans les yeux puis je te promets quelque chose, je vais le faire. Avec mon nom, mais c'est la chose qui vaut le plus cher sur Terre. Top. Donc, on va mettre tous les liens en description et n'ayez pas peur pour ceux qui vont sur le site. C'est pas les vieux sites pourris là où tu mets le truc, personne ne te répond. Tout est automatisé. Donc, l'information va arriver chez un des collaborateurs de Moi, Louis Xavier personnellement, qui va non. faire. Si quelqu'un me contacte, la rencontre est avec moi personnellement. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui va. Pour tout ce qui est une personne qui prend le temps de nous écrire, qui démontre un intérêt, la personne n'est pas obligée de signer. Là. Si la personne démontre un intérêt, ça va être moi personnellement qui fais l'entrevue, qui va tout expliquer, puis qui va prendre le temps avec la personne à cause que moi, je juge que cet aspect-là est important. Quand j'ai un nouveau conseiller qui commence, il m'ajoute sur Messenger, puis on se parle sur Messenger. Tous mes conseillers m'écrivent sur Messenger. C'est très friendly. Là. Moi, chaque jour, tout le monde est répondu. Tu veux me parler? Hey, Louis-Xavier, je veux te parler. OK, mais check de moi, je vais te rappeler dans tant de minutes ou à telle heure. Dans la même journée, je trouve un moment pour parler à tous mes membres. C'est pas remis au lendemain, là, je suis accessible. Oui, je suis occupé, mais je prends le temps. Nice. Des fois, c'est juste un appel. Tiens, 5 minutes, on te remet au droit chemin. OK, non, fais ça, go. OK, yes. Des fois, c'est pas des heures. Là, moi, je suis comme le spécialiste, tu sais, comme un spécialiste. Tu vas voir ton médecin spécialiste. Ben, OK, fais ci, ça, bang, ça l'avance. Xavier, dis-moi, où est-ce que tu veux ramener ce truc dans 5 ans, dans 10 ans, on va dire? Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que toi, tu te vois dans 10 ans avec toute cette organisation? On n'a même pas parlé de tout ce que tu as rajouté à l'intérieur, parce que j'imagine que, certes, on voit les assurances devant, mais tu investis bien dans autre chose à côté qu'on n'a pas parlé. Donc, mon objectif, ça serait j'aimerais ça un jour devenir le numéro 1. Donc, d'avoir la plus grosse agence indépendante qui existe. Donc, ça serait l'objectif ultime. Avoir créé un mouvement qui va être là quand moi, je serai plus là un jour. Donc, vraiment créer un rassemblement qui va perdurer dans le temps, dans des générations. Puis, être capable que la psychologie se transmette, puis continuer d'avancer dans essayer d'aider les autres. Plus que j'avance, j'ai comme si à l'intérieur de moi, j'ai envie de partager un message, j'ai envie d'aider le prochain. Donc, plus que j'avance, ben, d'après moi, je vais continuer sur le côté mentorat, formateur, coach, peu importe comment qu'on l'appelle, mais j'aimerais comme avoir de l'impact, d'avoir de l'impact qui est plus que d'avoir le plus d'impact possible dans notre industrie ou dans le monde en général, à cause que je pense que j'aimerais ça aussi que la première phase de notre LMS, ben, c'est pour le conseiller. Mais un jour, j'aimerais avoir une plateforme éducative dans tous les langages qui va former le consommateur, le client, à devenir un pro de la finance. Donc, ma mission, j'aimerais ça pouvoir toucher à la fin de la journée le plus d'individus possible. Avec une plateforme éducative, j'aimerais ça la rendre gratuite. Gratuite pour les consommateurs, pour qu'ils deviennent des gens qui sont avisés. C'est pas juste le côté de la finance. Des fois, mettons une personne j'ai tellement à partager, puis je donne tellement de coaching à mes conseillers que toutes ces idées-là avec mon équipe, bien, plus qu'on va avancer, on va créer une plateforme éducative. Mes conseillers de demain vont pouvoir avoir leur plateforme éducative avec leurs liens, puis ils vont pouvoir le partager puis enrichir les connaissances de leurs clients, puis pouvoir capter les leads s'ils viennent mettre leur propre domaine, etc. Donc, créer vraiment de l'éducation dans toutes les langues, à cause que j'aimerais beaucoup aider aussi. Tu sais, moi, ma conjointe est mexicaine, puis je vois beaucoup des fois que il va y avoir des fois des nouveaux arrivants qu'ils arrivent au Canada, puis ils ont comme, tu sais, c'est des prêts, des assurances, du placement. C'est pareil pour moi. Pour moi, 5 ans, 10 ans en arrière, assurance, pour moi, le synonyme, c'est arnaque, quoi, tu vois. Mais avec le temps, tu te rends compte que, mais non, au contraire, tout ce qui va être le conseiller financier, on en a parlé en off. Pour moi, ça sauve des vies. C'est comme un médecin, ça sauve des vies. On connaît plein de familles qui sont tombées juste pour des problèmes financiers. Prenons même juste le cas du divorce. Tu as plus de 95% des familles qui divorcent à cause de sujets financiers. Et pas des sujets qui sont insurmontables, c'est juste qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'éducation. Donc, c'est limite
le conseiller financier, c'est une entité qui est d'utilité publique. Ça, c'est pour moi. Enfin, peut-être les gens vont trouver que c'est exagéré, mais moi, je trouve, parce que je regarde seulement avec nos propres clients et tout, quand je vois le niveau de transformation de vie qu'on fait, donc, quand c'est bien fait, je ne suis pas en train de dire que tous les conseillers, c'est vrai qu'il y a certains qui vont se plaindre, mais si on va dans l'essence même du métier du conseiller financier, c'est un métier noble, en fait. Ben oui. Puis tu sais, c'est la réalité des fois d'un pays à un autre est différente. Sure, mettons que tu reviens dans ton pays natal, s'il arrive un décès, les cousins, les grands-parents, tout le monde va prendre soin des enfants. C'est comme une réalité qui est différente. Mais ici, Mhm. est-ce que réellement, il y a beaucoup de gens autour de nous qui vont prendre nos enfants, qui vont être capables de prendre la charge totale de nos finances? J'ai un petit Si on doute n'a là. pas d'argent, c'est une réalité qui est différente. Puis j'ai une mission dans de moi que j'aimerais ça que tous les nouveaux arrivants ou même les gens du Québec qui n'ont pas l'éducation financière, qui soient capables d'être éduqués, qu'on soit une communauté, un pays, qu'on soit un monde plus éduqué, plus rapidement, puis qu'on permette d'avancer nos finances plus vite. Fait que ma mission, c'est de toucher le plus de personnes possible par mon enseignement. Tu as parlé de numéro un. On ne va pas forcément citer de nom, mais aujourd'hui, ça correspondrait à quoi? Un numéro un, c'est quoi? C'est un volume de combien de conseillers ou de combien de clients ou les deux? Ben, je pense que rendu à peut-être 10 000 conseillers au Canada seulement, tu commences 10 000. à cause qu'aux États-Unis, tu sais, là, tu peux aller chercher des milliers. C'est ça la prochaine étape un jour. Mais chaque État a vraiment 10 sa. 000, là, ça veut dire que c'est en volume d'au moins 1 million de clients, hein, je pense. Oh, bien plus que ça. Plus? 10 000 conseillers. Ouais, ça peut. Je ne pourrais même pas calculer. Là, ça va dépendre de chacun, mais c'est 10 000 conseillers qui partagent la vision puis qui sont dans un modèle collaboratif. Ce serait un bel objectif sur 10 ans, d'après moi, qui est atteignable. Yes, complètement. On te le Fait souhaite qu'on en tout va- cas. fait que, tu sais, si on file la cadence, je veux finir à 500 cette année, 1000 l'année prochaine, 500. Fait que là, j'aurais déjà une croissance estimée en 2026 à 2027. Faudrait que je dépasse Mhm. 500 par année. Ouais. 2027, peut-être 1000. Mais là, bang, 2028, on est 2000. Fait que si je continue à augmenter ma machine d'acquisition, scaling, directeur, trouver des nouveaux partenariats, des nouveaux agents généraux associés, des cabinets, des gens qui sont des leaders de demain, cette mission-là va être partagée tout le monde ensemble. Fait que c'est. C'est atteignable. Peut-être retenter la croissance externe, mais beaucoup plus intelligemment. Ouais, non, ça sera plus. Je pense pas que ça va être par acquisition. Ça Ah, va être. tu penses Non, que ce serait pas. Parce que quand tu organique. regardes quand même les grands groupes, là, tu Oui, vois, oui, même c'est ça qui celui est. avec qui on bosse, on va pas le citer là, mais ils ont quand même procédé par une série. C'est vrai, c'est des grosses acquisitions, mais ils ont quand même procédé par des acquisitions de grands groupes aussi, de propriétaires ou copropriétaires de MGA. Donc, À première vue, c'est pas mon plan d'affaires. Moi, ça va être de oui, c'est la. pour ça que j'ai envie de comprendre. En fait, quand toi, tu penses, quand tu dis ça, est-ce que tu fais allusion juste par rapport à comment Ah, est-ce que tu as mal vécu ça ou alors c'est parce que tu penses que peut-être tu aurais dû faire d'une autre façon ou c'est pas du tout, c'est pas intelligent de procéder par de la croissance non. externe, par ce business-là spécifiquement. Tout le monde a leur propre modèle d'affaires. Moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai compris? Je vais préférer d'avoir un modèle que les gens ont décidé de venir avec moi par choix et non par obligation. Donc, c'est Mhm. juste moi, je pense que je suis capable de faire le défi, de Mhm. partir de zéro, sans acquisition de rien, puis Mhm. juste de faire par ma mission, ma différenciation, euh, Mhm. puis la vision d'entreprise simplement. Donc, j'irai pas par. En tout cas, tu sais, on dit jamais dans la vie jamais. On sait pas Pas pour l'instant, en tout cas. on sait pas les opportunités. Peut-être qu'un jour, je vais avoir une opportunité qui va se présenter, que je vais dire, OK, ça fit avec ma vision, ça fit avec ce que je recherche. Mais sinon, outre que ça, je vais le faire au pic et à la pelle, Mhm. puis un morceau à la fois. c'est, c'est aussi simple que ça pour moi. Il y a pas de. Puis encore là, c'est dans une vision, tu sais, que je veux juste continuer à avancer chaque jour, je vais trouver une façon d'y arriver. Yes. L'important, là, la seule chose qui est importante, c'est la santé. Tant et si longtemps que la santé est là, puis que je vais être capable de continuer à avancer. Donc, la santé, c'est le point le plus important en ce moment, c'est d'avoir la bonne santé. Pour avoir la bonne santé, bonnes habitudes de vie.
Yes. Xavier, qu'est-ce que ça fait comme volume d'affaires, un groupe comme le tien? Qu'est-ce qu'on peut partager en termes de chiffres? Je te dirais que c'est un peu, toutes ces informations-là sont, je te dirais que pour l'instant, tant et si longtemps, peut-être qu'éventuellement, dans le modèle qu'on va être, tout va devenir complètement public, mais pour l'instant, on garde quand même toutes ces informations-là confidentielles. Je vais reposer la question. Ouais. Qu'est-ce que ça fait comme volume de clients? C'est difficile dans notre situation à nous, c'est très difficile de pouvoir mesurer le nombre de clients exacts. C'est très, très difficile à cause que des fois, il y a des assureurs qu'on n'arrive pas à avoir 100% des données dans la plateforme centralisée. Fait que c'est un peu, j'ai pas cette donnée-là exacte, puis je voudrais pas donner une information qui serait, mais c'est beaucoup de clients. Beaucoup, beaucoup. Juste dans les acquisitions qu'on a fait, ça devait être au moins un 15 000 clients. Juste nous, comme, tu sais, avant d'avoir nos 300 conseillers, on était entre 15 et 20 000 clients. D'accord. Mais avec tous les autres conseillers, on peut extrapoler qui. C'est sûr que dans notre modèle à nous, on a des conseillers aussi qui commencent dans le domaine. On en a qui sont plus seniors, il y en a qui c'est. On en a de tous les types. Donc, c'est pas tous les conseillers qui ont 1000 clients, mais des fois, ça va vite. Dernièrement, un de mes conseillers voulait faire une acquisition. J'ai trouvé une acquisition de 3000 clients. Fait que ça va vite, tu sais, des fois, à coût de 3000, des 2000. Un autre conseiller, dernièrement, je l'ai aidé à acheter à cause j'aide mes conseillers à acheter des books aussi. Fait que j'en ai un autre dernièrement qui a acheté un book de 1000. Fait que c'est juste là, ces deux-là, 4000. Wow. Bah, ça... Un autre conseiller que j'ai aidé aussi à acheter une autre clientèle, un autre 3000. Fait que c'est juste là, c'est 7000 de plus. Sans compter tous les clients de tous ces conseillers-là. Fait que l'exposure voulue d'avoir beaucoup de clients puis d'aider plus de gens, ben, grandit continuellement. Quand on va commencer à mettre les plateformes éducatives à haut niveau pour les clients, imagine le reach que nos conseillers vont avoir. Imagine, toi, tu es un nouveau conseiller en sécurité financière, puis disons que tu parles un dialecte particulier, ben, on va pouvoir faire que ma plateforme éducative, toutes les vidéos de formation vont être dans le dialecte particulier. Fait qu'imagine comment cet outil-là peut devenir un référenceur pour des communautés. Donc, c'est là la vision. Mais ça, c'est rien. Aujourd'hui, les gens ont peut-être juste, en quelque sorte, vu 5 à 8 de qu'est-ce qui se passe dans ma tête puis qu'est-ce qu'il y a chez Groupe Financier Signature. Fait que ça, c'est, j'ai presque rien partagé aujourd'hui de tout ce qui se passe au niveau du modèle d'affaires, comment on fonctionne à l'interne, la psychologie. Fait que c'est seulement la pointe de l'iceberg qui est. Si on revient un petit peu, pas dit que je te pousse dans tes retranchements, qu'est-ce qui reste en fait à la MGA une fois qu'un client est closé, quoi? Parce que tel qu'on regarde dans les pourcentages quand même, et c'est normal, c'est fait exprès, tu es au service de tes conseillers. Le but, c'est que tes conseillers gagnent de plus en plus d'argent, qui créent du patrimoine, qui créent du vrai business, quoi. Donc, mais une fois, sans forcément rentrer peut-être dans les détails de pourcentage, puisque ça, forcément, c'est des trucs en interne lorsque tu rejoins la compagnie qui sont communiqués. Qu'est-ce qui te reste approximativement dès lors que, on va dire peut-être sur un 1000 $ qui rentre, il te reste combien? Il n'y a pas beaucoup, à cause que c'est ça que je disais un peu, que quand on a fait la transition, ça a pris extrêmement beaucoup de temps avant que ça n'en vale la peine, avec tous les frais qu'on devait absorber puis qu'on absorbe aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur une question de volume. Puis d'aider aussi que le conseiller qui vend des primes à 1000 $ soit capable de scorer des primes à 100, 200 000 quelques fois dans l'année. Fait que c'est là vraiment que. Je reformule ma question. Je parle de. Imaginons que la commission, elle est de 1000 $. Voilà. C'était pas pour dire qu'ils vendent des primes à 1000 $. Je veux dire, imaginons que la commission, elle est de 1000 $. C'est extrêmement variable. Ça dépend vraiment tout le temps des échelles de bonification. Naturellement, c'est à cause que si j'ai un conseiller qui commence dans l'industrie, généralement, je le mets dans une sous-équipe. Donc, ça vient bloquer une grosse partie de ma rémunération. Fait que nous, on est vraiment comme un peu. Tu vas repartager encore avec un autre intermédiaire. Oui, pour l'aider, que l'autre intermédiaire passe plus de temps avec la recrue. Fait que je te dirais que la marge bénéficiaire, c'est que sur du volume. Donc, c'est rien de. Un agent général ne fait pas 1000 $ sur 1000 $. Là. On parle dans les. C'est pas gros, là.
c'est des profits 5, 10, peut-être 15, ça dépend des paliers, etc. Mais en général, ça prend extrêmement beaucoup de volume à cause que tout le monde, naturellement, qui sont des gros développeurs, des grosses agences, ben eux, naturellement, ils veulent les meilleurs bonus possibles. Donc, nous, on fait pas tout le temps un gros différentiel. Puis après ça, vu que moi, j'encourage mes sous-équipes, je positionne souvent les gens dans les sous-équipes. Mhm. Mais moi, qu'est-ce qui compte? C'est pas l'argent qui est fait immédiatement. C'est de m'assurer que ce conseiller-là va être capable Garde le plus longtemps possible. ou qu'il reste dans le domaine. Mhm. On est dans une situation que juste rester dans le domaine, des fois, c'est un miracle. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Quel impact il y a, quelles conséquences il y a s'il se barre? Est-ce que ça compromet la commission, la continuité de la commission? Non, c'est pas ça. C'est que, dans le fond, tu sais, notre mission à la fin de la journée, c'est de s'assurer que le conseiller puisse prospérer à long terme dans le domaine. La part des conseillers commencent et quittent le domaine. Fait qu'il faut être capable de les amener à pouvoir faire des commissions rapidement, être fonctionnels. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'assurer de les mettre dans les bons endroits, qui ont les bonnes structures, pour pas dire, ben, OK, je le place sous personne, je fais plus de commissions, mais moi, je veux m'assurer que ça marche pour lui. Fait qu'à un moment donné, c'est juste de penser à l'autrui au lieu de penser à nous-mêmes. OK, complètement, je comprends. En fait, tu as tout intérêt à ce que ça aille bien pour le conseiller, quoi. Oui, exactement. Fait que c'est, même si la marge bénéficiaire est réduite, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, la plupart des gens que j'ai vus dans ma vie qui ont eu des projets de se bâtir des équipes, ça a souvent fini dans certaines situations que c'était plus une distraction que réellement un bénéfice monétaire. Mais encore là, tu sais, c'est des fois quand tu n'es plus drivé par l'argent, si tu n'es pas drivé par l'argent, puis tu aimes enseigner, tu aimes coacher des gens, etc., c'est correct, tu sais, c'est un choix de vie. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que moi, ça m'a pris des années avant de. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pour être prétentieux, mais je pense qu'aujourd'hui, moi seul, je ferais peut-être le volume presque de ben du monde, d'une grande partie de l'agence, seul. Donc, il ne faut pas que ça soit pour l'argent. Ouais. C'est juste l'argent qui te drive, puis tu es un champion de la Ligue nationale, tu vas finir par être très déçu. Ben, je comprends totalement. Comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui veut arrêter? Quand je dis qu'il veut arrêter, c'est pas qu'il veut quitter ton groupement, c'est-à-dire il arrive à un certain âge, il dit bah, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai encore un portefeuille existant. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être t'es pas encore à ce stade-là, mais oui, bon, j'en ai. ça pourrait arriver dans quel. Ah, Non, on lui trouve un acheteur dans notre groupe. Ok, donc il peut sortir et retransférer son truc et continuer sa vie et puis son portefeuille continue de tourner en Ouais, moi, interne. je trouve un acheteur, puis je vais tout faire l'intermédiaire entre les deux. Ok, excellent. Il me reste 4 minutes. Ah, peut-être rapidement les questions de fin. Dis-moi, si on revient peut-être 15 ans en arrière, avec tout le bagage que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu ferais? Je joindrai une organisation que je peux avoir un mentor qui a réellement réussi dans la vie. Quelqu'un à haut niveau, là, genre olympique. Pour qu'il me donne vraiment tout le mentorat direct. Je ne dirais pas de shortcut. Dis-moi quoi faire, puis let's go. Right. Mais ça n'existe pas à grand place. Là. C'est pas pour être. C'est rare. Est-ce que tu aurais un bouquin à nous partager qui aurait peut-être changé ta vie ou un bouquin que tu t'offrirais à n'importe qui? Je te dirais que le point qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'est mon Joel Osteen que j'écoute son podcast chaque matin. Ouais, c'est pas mal le point, moi, qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Est-ce que tu as un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Je pense que c'est croire en vous, mettre le plus d'efforts possible, travailler dans l'honnêteté, la transparence pour les bonnes raisons, toujours penser à l'intérêt du client avant le nôtre. Peu importe si c'est une compagnie qui peut te payer plus de commissions, bonus, jamais être drivé par l'argent. Puis, surtout, s'éduquer dans des stratégies, des solutions qui sont différentes des autres pour être capable de prospérer puis avoir des produits que moi j'appelle qui sont référençables à haut niveau. À cause que si on parle juste d'une assurance vie, c'est rare que les amis vont parler de ça dans un match de hockey, mais soit dans des concepts qu'ils n'ont jamais entendu parler, des actions accréditives, etc.
ça, c'est un genre de produit qui est référençable, parce qu'il va vraiment chercher une valeur ajoutée. Puis c'est pas pour dire que c'est pas important, l'assurance vie, etc. Je veux dire que c'est des produits qui sont ultra importants, mais moins référençables. Donc, c'est de se trouver une façon d'avoir des produits qui sont différents des autres, des concepts différents des autres, qui sont référençables. Puis grâce à ça, puis pas abandonner les rappels. Faites des suivis, là, s'il faut que vous en fassiez sans appel avant que la personne réponde, faites-le. Vous allez voir, envoyez-moi un message pour me dire si ça a fonctionné. Puis s'il y a du monde qui ont apprécié le contenu d'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas joint de mon organisation, ben, vous pouvez me suivre, puis ça me fait plaisir de vous dire bonjour. Puis si vous avez des bons coups grâce à ça, tant mieux, partagez-le moi. C'est le fun de savoir que j'ai pu avoir un impact avec d'autres gens dans l'industrie. On va mettre tous les liens en description. Toute dernière question en quelques secondes, mon cher Louis-Xavier. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? C'est quelqu'un que, beau temps, mauvais temps, il va toujours trouver une façon de s'en tirer, comme moi j'ai toujours fait. Donc, je me considère un débrouillard. Il faut toujours que je trouve une façon de m'en tirer, peu importe ce qui arrive. Louis-Xavier, tu nous as partagé énormément de valeurs, d'éléments concrets sur les MGA, les stratégies d'acquisition, l'entrepreneuriat, croissance. Mille merci, merci infiniment pour cette entrevue. Nos éditeurs peuvent te retrouver sur ton propre podcast. Comment ça s'appelle sur YouTube? Oui, c'est Podcast CSF, comme Conscience Sécurité Financière. Podcast CSF. Exactement. Et on va mettre aussi le lien de ton LinkedIn en description et également du site Internet pour les conseillers qui aimeraient postuler pour rejoindre ton organisation. Mille merci encore. Un grand plaisir, Guy.